Et bonjour, bonsoir, bienvenue Oisitom, bienvenue Gus pour cette édition du 18-20 du Cercle de l'Aube du 3 Mmh. juillet 2026. J'espère que vous allez bien. Très bien. Ça va et toi? Ça va, écoute, comme à notre habitude, on se retrouve tous les vendredis et vous connaissez maintenant le rendez-vous. On va passer un petit peu tout ce qui est les titres et tout ce qui a été l'actualité de la semaine passée sur ce qui est JDR et jeux de plateau, TCG Wargame, jeux vidéo, ciné et séries. Et on parlera un petit peu à la fin, si on a le temps, avant les émissions qui suivent, de l'actualité de nos invités. Merci Wazitoum, merci Gus d'être présent et de co-animer cette émission ce soir avec moi. J'espère que vous n'avez pas eu trop chaud en ces dernières journées, semaines de canicule, que la semaine s'est bien passée pour vous. On a un petit peu parlé avant le générique. Écoutez, si vous êtes prêts, on va Mhm. attaquer directement par la partie JDR et jeux de plateau. Toujours. Ça marche. Et pour la partie JDR et jeux de plateau, Wazitoum, je te propose de prendre la première actu. Pour l'actu qui va se passer, on va partir chez Game on Tabletop et on va parler financement participatif. Exactement. Et là, pour le coup, on va parler en fait d'une maison d'édition avec qui j'ai beaucoup d'affection. C'est les 12 singes et leur nouvelle campagne pour Cthulhuac, le Pacte des Ronces. Donc, ça va être une campagne contemporaine qui va être assez avec un format un peu différent, c'est-à-dire qu'elle sera beaucoup moins linéaire que beaucoup d'enquêtes, où elle va être très libre, borderline bac à sable, on va dire. Et ça va se passer dans les environs de Münster. Et c'est vrai que pour avoir eu l'occasion de faire Fromage. beaucoup des anciennes campagnes Toulouac des 12 singes, c'est toujours des bangers, quoi. Ils ont vraiment fait des campagnes incroyables et chose notable au niveau financement participatif, c'est parmi les rares qui livrent en temps et en heure, mais vraiment millimétré, quoi. J'ai jamais vu un seul problème de retard ou quoi que ce soit à côté de 12 singes. C'est un bonheur. Écoute, on va scroller un petit peu sur cette page de ce financement participatif. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce qui est proposé? Parce que je crois que toi, tu as pledge dessus. Ah oui, alors j'ai pledge minute one, on va dire. Heu, il y a pas mal de choses, en fait, qui sont prévues. Dans les grandes lignes, en fait, la campagne en elle-même, donc ça va être principalement sur le autour de Münster et comme je disais, ce sera assez bac à sable. Donc il y a tout plein de zones qui vont pouvoir être visitées un petit peu dans l'ordre que veulent, les joueurs. Il y a toute une batterie, de PNJ qui vont avec et au niveau de ce qui est proposé dans la campagne, du coup, la campagne de base, bon, c'est forcément la campagne en elle-même. Au-delà de ça, après, il y a tous les bonus en termes d'aide de jeu, en termes de signets pour le confort de lecture, de plans également. Il y a des plans d'un euh, d'un orphelinat et de Münster qui sont très très beaux en général. En tout cas, tous les plans qu'ils ont pu faire à l'époque, notamment dans la ville en jaune par exemple, ont toujours été très très quali. Et là, de ce que je vois au niveau de leur campagne d'ailleurs, ils sont à deux doigts d'arriver en fait au dernier palier de 40 000, quoi. Donc ça a l'air de se passer très bien pour un truc qui est sorti il y a 3 jours. Ça a effectivement l'air de se passer très bien pour eux. Si on prend un petit peu dans le détail de ce qui est proposé dans ce pledge, du coup, on a donc le livre de campagne, tu le disais. C'est Il y ça, a un pack numérique qui l'accompagne, il y a l'écran, il y a le livret, je suppose, entre guillemets supplémentaire, le livret des ramifications. c'est ça. Où ça va Ouais. être en fait avec comment dire? Des informations un petit peu annexes, alors disons que là, pour le coup, les ramifications, c'est plus une espèce de boîte à outils pour le MJ qui donne un petit peu des exemples, notamment pour les MJ qui sont pas forcément super à l'aise avec le côté, pas linéaire de la campagne. Ça donne un petit peu des pistes, des amorces, on va dire, pour donner un petit peu un coup de main là-dessus. Et chose qui est pas inintéressante, c'est qu'il donne aussi des conseils pour pouvoir l'adapter à une autre période. C'est-à-dire que là, ça va être une enquête contemporaine, donc de nos jours, mais il donne un petit peu dans les ramifications de quoi en faire une campagne 1920. Ouais. Le plus populaire du Cthulhu. C'est ça. Et je vois qu'il y a aussi des aides de jeu, des livrets de PJ, des posters, des chevaliers, qui d'ailleurs le concept est intéressant. Vous n'avez pas Ouais. vous avez pas le petit personnage devant vous, vous avez des chevaliers directement avec votre personnage, la facette de votre personnage, qui va indiquer qui vous êtes aux autres joueurs. En plus, graphiquement, la direction artistique est très très jolie. Ça fait un petit Mmh. peu peinture faite à la main et tout, donc c'est très très sympa. Deux Sach secondes, je sachant pique l'idée. sachant que de base, elle est prévue pour être faite avec des prétirés, la Ouais. campagne. Comme toutes les campagnes qu'ils font, ça n'empêche pas de le faire avec, des personnages qui posent des problèmes. Et c'est vrai que la plupart du temps, les prétirés qu'ils proposent sont assez bien intégrés à l'histoire, que ce soit dans, par exemple, là, en ce moment, section 13.
un petit peu espion, notamment à côté avec le reste de l'organisation, que ce soit dans la lisière. Ils font souvent des pré-tirés qui sont bien écrits, mais en laissant la possibilité de faire le personnage que tu veux, si tu préfères faire un personnage un petit peu sur mesure, quoi. Mmh. En tout cas, une campagne qui va intéresser les gens qui sont, fans, d'enquête, potentiellement un petit peu d'escape game, parce qu'il y a ce côté un petit peu recherche, indice et Mmh. cetera et puis évidemment, tous les fans de Cthulhu. Ouais. D'autant qu'ils ont un peu une certaine expérience niveau enquête avec la campagne des Encagés pour Cthulhuac, qui était vraiment une enquête policière, vraiment très bien écrite. C'était, Tristan Lhomme, si je me trompe pas, qui l'avait écrite celle-là, ou je confonds. Mais en tout cas, il y a vraiment le côté très policier et très enquête. Là, je crois que ça va être question d'un double homicide, quelque chose dans ce style-là. C'est ça. Et pour avoir eu l'occasion de faire les Encagés, je leur fais totalement confiance pour le côté enquête policière. Je pense que ça va être, très, très intéressant. En tout cas, Moi, ce si que je vous oui, vas-y. ouais. Ce que je vois, c'est que tu disais tout à l'heure, la campagne a eu pas mal de succès. Oui, quand on a 518% de tout ce qui était demandé à la base, je pense qu'on peut parler de succès. En plus, ils sont pas loin, ils sont qu'à 1 000 € de débloquer le dernier tiers avec plus de personnages, en fait, j'ai vu. C'est Plus de ça, parties de personnages. c'est Donc, ça. C'est vraiment, et le pack numérique d'ailleurs, je mets un petit accent là-dessus, c'est souvent très bien foutu ce qu'ils font. C'est-à-dire que tu as vraiment, une structure au niveau des fichiers qui est bien faite entre les aides de jeu, le trombinoscope des différents PNJ ou des PJ, même tu as même l'image en fait de l'écran de MJ, face et verso. Donc tu as vraiment un petit peu tout ce que tu aurais, on va dire, dans le pack, normal, mais en version un peu numérique si tu as envie d'y jouer en distanciel ou ce genre de choses, quoi. ou si tu as envie de t'imprimer l'écran pour jouer parce que tu l'as acheté en numérique. Exactement, exactement. Tiens, je digresse très rapidement dès le premier Vas-y. sujet, je suis Ouais, désolé. Le fait qu'il y ait pas de quick start, Mmh. bonne idée, mauvaise idée? Alors, «bonne idée» entre guillemets parce qu'apparemment il y a un public qui est quand même relativement présent, Mmh mais mh. peut-être mauvaise idée pour celui qui voudrait le découvrir, tu penses? c'est du Cthulhu 1920, non? Donc, c'est. C'est du de là pour le coup, c'est Cthulhuac, temps Ouais, moderne, donc si vraiment tu as besoin ouais. d'un quick start, regarde le quick start, initiative qu'ils ont, OK. Ouais, pour découvrir un peu Cthulhuac, qui est également temps moderne pour le coup. c'est ce que je voulais Heu, dire, hein. Parce que c'est pas tant au niveau du moteur du jeu qui vont vraiment tout révolutionner, c'est plus au niveau de l'histoire et de la campagne en L'histoire. elle-même. Ouais. Donc le quick start sur ces campagnes-là, c'est pas pour moi, c'est pas forcément pertinent. Par contre, ce qu'ils font de temps en temps, c'est une espèce de petit micro scénario, un petit peu d'ambiance pour découvrir un petit peu, les environs ou la situation et cetera. Ça peut-être, ça pourrait être intéressant à faire. OK. Bah, écoute, merci d'avoir pris ce premier article. Je reviens très rapidement, mais sur les montants des financements. Mmh. Vous avez le premier palier, alors le Fragrance qui est, à des 0 €. Vous avez accès aux options. Mmh Le mh. premier vrai palier, le Bourgeon, donc avec le pack numérique à 29 € et pour la campagne, complète, enfin le pledge complet et tu as 129 € qui est quand même très, très, très fourni. Donc on n'est pas sur un pledge, cher pour le matériel qui est fourni. On est sur quelque chose qui vaut le coup et qui, ce que tu as l'air d'en dire, est quand même bien construit. Donc voilà, hésitez pas à sauter dessus. Eh bien, écoutez, on va enchaîner, avec la campagne participative de Pendragon et on est toujours chez Game on Tabletop. Les légendes arthuriennes sont à l'honneur avec le financement participatif de la 6e édition française de Pendragon, édité par Studio Deck Rose. Considéré comme l'un des plus grands classiques du jeu de rôle, Pendragon invite les joueurs à incarner des chevaliers de Bretagne au temps du roi Arthur, entre quêtes héroïques, intrigues de cour et grandes batailles. Cette campagne permet de découvrir ou redécouvrir cette nouvelle édition entièrement traduite, accompagnée de plusieurs suppléments emblématiques. Un rendez-vous incontournable pour tous les amateurs de jeux de rôle médiéval et de la légende arthurienne. Bon, là pareil, on est sur une campagne qui est largement financée, 897%, quasiment Ouais, donc encore plus de 1000 financements, 937 bakers. Donc voilà, on est sur un produit, je pense, qui partait avec les reins solides de base. Euh, Moi, je suis amoureux, mais du Moyen Âge en général et de la légende arthurienne, donc j'adore le design. Et aussi un petit côté presque dark fantasy dans le dessin, selon les bouquins. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez de cette campagne? Alors, à titre personnel, moi, c'est vrai que tout ce qui est un peu moyenâgeux, c'est moins, ça m'attire un petit peu moins, je t'avoue. Mais j'ai quand même baqué pour une raison, Dead Crows.
j'aime beaucoup ce qu'ils font et la mentalité qu'ils ont et pour avoir eu l'occasion de bosser un tout petit peu avec eux sur un projet en commun pour Triangle Agency, par exemple, ils sont vraiment adorables et surtout, ils respectent, en fait, le jeu qu'ils sont en train de traduire ou d'éditer, quoi. C'est pas juste, on va traduire à la ChatGPT comme certains le font. Là, c'est vraiment, on fait un effort pour comprendre un peu le matériau de base et on en fait quelque chose de propre. Donc, c'est vrai que rien que pour ça et pour soutenir l'équipe, pledger immédiatement. J'aime beaucoup les illustrations médiévales, en tout cas. Après, les gens arthuriennes, c'est vrai qu'on a vu ça, revu, mais bon, c'est chacun sa version, quoi. C'est... Mmh. Bah, Pendragon, on n'est pas sur la première version du jeu, hein, c'est vraiment une Oui, c'est sixième ça, édition. c'est... Voilà, entre guillemets, il y a Oui, un goût de revue, mais c'est quand Mmh. même la sixième édition qui est oui, traduite. c'est ce que je disais d'ailleurs, moi, ça me paraît bizarre d'avoir besoin d'un financement participatif pour la traduction de la 6e édition d'un truc. C'est c'est quelque chose qui me trouble un peu beaucoup. Mais en même temps, tu sais, on a déjà parlé des financements participatifs abusifs que j'ai trouvés dans certains endroits qui me... Bah, là, je pense pas que c'est abusif, mais ça me paraît bizarre pour un truc qui est déjà bien ancré et tout, de pas avoir le budget de de faire la traduction de la nouvelle édition, en fait. Bah, je pense qu'il y a le côté aussi, précommande, au niveau des productions et cetera, tu vois? Je pense que Mmh. ça leur permet aussi d'avoir un volume direct, notamment sur des choses comme ça où ils savent qu'il va y avoir un gros flot. Ça évite peut-être aussi la frustration des précommandes, où il y a pas le stock. De dire: «On vous en donne, que 500» entre guillemets et quand il y a 500, on refera un 2e shot derrière. Parce qu'il y a un peu de ça aussi pour des volumes comme ça. Et en parallèle, tu as aussi des problématiques logistiques lorsque tu fais, par exemple, certaines éditions un peu spécifiques qui vont avoir, couverture un peu plus élaborée ou bien, comme faisait souvent Edge, tu sais, le code pour avoir le PDF, sur, DriveThru, ça implique d'avoir comment dire? Le filmage plastique autour. Mmh. Donc toutes ces problématiques logistiques-là, ça va être aussi très dépendant de combien de personnes sont intéressées et c'est là que le financement collaboratif devient intéressant. C'est déjà de jauger combien de personnes vont être intéressées par ce que tu proposes. En tout cas, pour le contenu et ce que vous allez retrouver dans le pledge, vous avez donc le livre du maître du jeu, le livre du joueur, le kit de campagne avec l'écran rigide, un énorme écran avec 2 chevaliers, qui sont en train de se foncer dessus. Vous allez avoir le chevalier gris, donc qui est une campagne, qui s'étale sur 3 années dans le jeu. Vous allez avoir le coffret découverte qui contient tout ce dont vous avez besoin dedans, donc les livrets 1, 2 et 3 avec les aventures et les campagnes à l'intérieur. Tac, 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 qu'est-ce qu'on a d'autre? Vous avez énormément de dessins, de gravures, vous avez une carte. Voilà, il est très, très, très complet comme pledge. Et tout est Heu, super beau, je trouve. Mmh. Tout est très beau et moi, ça me rappelle beaucoup les BD que je lisais, étant gamin et C'est ça. attention, j'avais pas l'âge de les Voilà, lire, on ouais, est bien complètement. d'accord. Voilà, mais en tout cas, je trouve que pour le prix des pledges, là aussi, on est sur quelque chose de très, très qualitatif, très, très fourni, et qui vaut vraiment le coup, quoi. Un truc, en plus des pledges, si tu vas à la liste d'options, il y a 2 milliards d'options pour le truc. C'est non, mais sérieusement, tu dois scroller pour voir toutes les options, quoi. Donc c'est On les add-ons? ouais, dans les Ouais. options au fond là. Effectivement, tu peux acheter les livres de personnages par 5. Donc ça, c'est aussi pas mal, si le livre de personnage est plutôt conséquent. Je pense qu'il l'est dans Pendragon. Il y a, un petit bouquin sur l'histoire des rois de Féris, le chevalier gris, donc la petite, campagne, le kit de campagne, la geste des 3 dames avec toutes les cartes et cetera. Coffret découverte, livre du maître du jeu et cetera, tout individuellement et en plus, piste à dés, set de dés, Ouais, qu'est-ce qu'on a? Il y a même, attends, je suis en train de il y a compter, tout 1, radé aussi. 2, 3, 4 pistes à dés. Mmh. Il y a la nappe en tissu de 80 par 120, il y a la tour à dés effectivement, et après vous avez tout le matériel disponible en PDF aussi derrière. Ah non, c'est D'ailleurs vrai que, D'ailleurs, je crois que c'est pas plus tard qu'aujourd'hui, il y a Delcro qui a publié une petite vidéo sur la conception de la tour AD, sur le modèle 3D en fait, où ils font une espèce de petit time lapse de la conception de la tour AD, c'est vachement intéressant. OK. Après, visuellement parlant, je t'avoue, le seul qui me titille un petit peu, c'est le set 2D que je trouve ouais, il casse pas trois pattes à un connard en Le vrai. dé est pas très, très beau, Bah, c'est vrai. parce que je vois du sac, en tout cas, le sac est pas top. Ouais, Mais je Et le pense qu'il y a un espèce de côté, on met un set de dés pour mettre un set de dés. mmh, Moi, c'est un peu ce que j'avais reproché sur Fever Town aussi. Donc le mmh, set de dés, qui aurait pu être un truc réussi, avait pas forcément, l'attrait que j'attendais, par rapport à tout le reste du livre, de ce qui était proposé, de la direction artistique. Voilà, je pense que c'est, parce que ça fait partie du kit
et peut-être que la production de dés un peu artisanaux, etc., ça fait de suite gonfler les prix. Et Forcément. ils partent du principe que les gens aussi ont de plus en plus, je pense, le truc d'aller s'acheter des dés artisanaux directement et pas forcément de venir acheter encore un Mm. énième dé made in China. Donc voilà. Ça, Ouais, c'est un petit mais peu aussi franchement, ça. en plus, quel rôliste a un sac complet de dés chez lui? Je veux dire, on a tous un seul petit set qu'on se sert. Personne ne collectionne les dés. Tout à fait. Mm. On a un sac sans fond de dés à la maison. Ah, moi, j'ai mon petit sac de voyage, là. Attention. Ah ben voilà. Allez, on enchaîne, mais on reste chez Game on Tabletop et on va parler des aventuriers de Daggerheart qui ont rendez-vous sur Game on Tabletop avec Espoir et Peur, premier grand supplément officiel du jeu de rôle de Darrington Press, porté en France par Black Book Édition. Cette campagne propose de nouvelles ascendances, communautés, classes, adversaires, équipements et cadres de campagne afin d'enrichir les possibilités offertes par ce système narratif déjà plébiscité par les joueurs. Avec ce nouvel ouvrage, Daggerheart poursuit son développement et confirme sa volonté de s'imposer comme l'un des grands jeux de rôle fantasy de ces dernières années. Une campagne qui devrait intéresser aussi bien les nouveaux venus que les groupes déjà conquis par la mécanique unique des dés d'espoir et de peur. Et je sais, Waditum, que toi, tu fais jouer sur Daggerheart. Oh oui, et à plus forte raison, Espoir et Peur, prenez-le, c'est génial en fait. C'est-à-dire que ils ont repris pas mal de choses qu'ils avaient mis dans ce qu'ils appellent The Void en fait, qui est un peu le contenu de playtest qu'ils font un peu en amont, pour un peu l'équivalent de Unearth Arcana pour D&D. Et les classes sont super intéressantes, les nouveaux domaines sont super sympas. Les artworks, comme à leur habitude chez Darrington, c'est toujours impeccable. Vraiment très très bien. J'ai juste un tout petit point pour râler, juste un. Et là, c'est plus pour Black Book. Ils avaient été, au niveau de la campagne de Daggerheart, le bouquin en lui-même, ils avaient été assez clairs sur le fait qu'il n'y aurait pas l'édition collector. Donc tout le monde l'a pris en mode normal. Et là, ils arrivent avec Espoir et Peur en disant que non seulement il y aura la version collector pour Espoir et Peur, mais ils en font aussi une version collector pour le jeu de base. Mm. Et ça, a posteriori, j'avoue, ça a fait mal à pas mal de monde. Ça a un peu titillé quand même. Et surtout quand tu proposes du coup derrière un double collector à 250 €. Ah, c'est ça. Voilà, ça fait réinvestir 125 € pour le set de base là, Mm. qui est en collector, ça fait réinvestir ça alors que tu aurais pu le faire la première. C'est ça. Bon. Ça, c'est le seul point noir que j'aurais à trouver là-dessus. Après, bon, bien sûr, j'attends de voir aussi ce qu'ils ont fait au niveau de la traduction, parce que pour l'instant, les expéditions n'ont pas encore commencé. Mais en tant que jeu, au niveau du contenu, là, Espoir et Peur, l'extension vaut vraiment le coup. Il y a des très bonnes additions. J'ai vu que Marie Chamet et Mathieu Mercer étaient à Berlin aujourd'hui ou hier, je crois. Mhm. Parce que je crois qu'il y a la tournée là qui commence. Ouais, il me semble. là, ils avaient un live show, pas plus tard que, ouais, je crois que c'était hier, un truc comme Hier, ça. hein. Ouais, c'était. Ah, bien. Et ils commençaient avec Berlin et je crois qu'après, ils enchaînent sur l'Écosse. Je suis pas sûr. Ok. Bon. En tout cas, voilà, on commence à connaître le produit hein, avec ce que fait le travail qui est fait par Critical Role. Mhm. Il y a une grosse communauté française qui est présente sur cet univers-là. On a pu le voir notamment pour ceux qui étaient présents sur les conventions comme Octogone, etc. Ah bah, la Dague de Voilà. cœur, hein, ils ont vraiment fait un boulot colossal pour essayer de faire populariser un peu le jeu et c'est très très bien. Donc bravo à eux, merci pour le travail qu'ils ont fait. Écoutez, je vous propose d'enchaîner de suite sur la deuxième news parce qu'elle est aussi liée à Daggerheart du coup. Et on va rester quand même sur Game on Tabletop avec la quête secondaire. Et pour les amateurs d'actual play, vous avez un rendez-vous avec la quête secondaire saison 1. Cette campagne de financement participatif, elle permettra de soutenir la première saison de cette série, qui met en scène une aventure de jeu de rôle portée par des comédiens et des créateurs de contenu, avec une réalisation pensée comme une véritable production audiovisuelle. Pensée comme le point de départ d'un projet au long cours, cette première saison ambitionne de proposer une aventure immersive mêlant narration, interprétation et mise en scène. Un projet à garder dans vos radars si vous aimez suivre des campagnes de jeux de rôle en vidéo et soutenir la création de contenu française. Et d'ailleurs, si vous allez sur leur site à la quête secondaire, il y a déjà l'ensemble du contenu qui est dispo. Donc voilà, c'est pour préparer la suite. Et la session 0 d'ailleurs. Ouais, Et la c'est session zéro, 0. ça. Donc c'est pour préparer la suite, c'est pour pérenniser leur travail qui est quand même déjà pas mal. Ouais, vas-y, Non, dis-moi. c'est pas la session 0, c'est la saison 0. Saison Saison 0, zéro. excuse-moi. Il y a 12 épisodes déjà. C'est Exactement. Donc voilà, je vous invite à aller voir leur travail. Ils ressortent beaucoup hein, en ce moment sur tout ce qui est Instagram et tout. Leur taf est quand même assez incroyable. Leur jeu d'acteur est très rigolo.
Voilà, c'est drôle, ça donne envie et c'est pour ça que je disais on enchaîne de suite parce qu'il tourne sur du Daggerheart, si je dis pas de bêtises. C'est juste. Voilà, donc franchement, allez les voir, soutenez si vous le pouvez, parce que leur travail le mérite. Totalement. Et en Ils ont termes même une explication d'où va le budget dans leur truc. Oui, il y a même la répartition des budgets et tout. Et moi, Mmh. vous savez, on en avait déjà parlé dans des précédentes campagnes. J'aime beaucoup l'honnêteté de montrer ça et de montrer à quoi va servir l'argent. La transparence. Voilà, on est Il y a que bien ça de vrai. d'accord qu'il faut bien payer les gens qui font le travail, qui font là pour le coup de l'actual play, etc. Mmh. Mais il faut qu'on se rende compte aussi que ce n'est pas que une heure d'actual play qu'on regarde à chaque fois ou une heure et demie. Il y a tout le taf derrière, il y a les décors, il y a les locations de salles, il y a le matos, Génial. il y a les équipes de tournage. Enfin voilà, c'est un taf énorme et ça demande de rémunérer correctement tout le monde. Ah, je regarde pour le pledge à 1500 €, c'est de faire une partie de jeu de rôle avec des jeux, avec eux. Directement, ouais. Voilà. C'est sympa. Après, effectivement, c'est plus orienté pour les fans de la campagne 0 qui a déjà eu lieu. Voilà. Mais ça a l'air visiblement de trouver son public. On est déjà à 63 bakers en 2 jours, 3 jours. en 3 jours. En Voilà. 3 jours, ils ont commencé au 1er juillet et elles finissent 5 août. Donc C'est ça. bougez-vous les gens, hein. Bon, j'ai espoir pour eux parce que honnêtement, ils le méritent que la campagne porte ses fruits et qu'ils trouvent leur public dans le temps. Parce que vraiment, ils font un très très bon taf. Écoutez, on va enchaîner et on va revenir sur du Cthulhu. Éventuellement, est-ce que Wazitoum, tu veux reprendre sur la prochaine actu? Alors oui, pourquoi pas. C'est possible. Alors, je suis un peu moins au courant de celui-là, hein, je t'avoue. Mais en fait, pour vous autres, mes amateurs d'horreur Lovecraftienne, on va pouvoir aller taper du nazi avec Achtung Cthulhu Acte 2. C'est deuxième campagne française de la gamme de Mophidius, en fait, et portée par Légion Distribution. Et les joueurs vont replonger dans la Seconde Guerre mondiale, une version un peu alternative, où les Alliés affrontent les forces occultes nazies au cœur d'une guerre secrète mêlant espionnage, créatures indicibles et technologie ésotérique. Prévu pour ouvrir prochainement, cette nouvelle campagne permettra d'enrichir la gamme française avec de nouveaux ouvrages et scénarios. Un rendez-vous à pas manquer pour les amateurs de pop, d'horreur cosmique et d'aventures inspirées de l'univers de H.P. Lovecraft. Alors là, pour le coup, là, c'est plus mon cofondateur de chaîne, en fait, qui est sur Achtung Cthulhu, et lui, il avait toute la gamme en anglais et il bave à chaque fois qu'il me la montre en mode c'est génial, c'est absolument fantastique, etc. Donc j'ai tendance à lui faire confiance. Shrimpy, si tu me regardes. Mais en général, c'est vrai que la gamme Achtung Cthulhu, elle a un côté très satisfaisant, en fait. C'est d'autres règles à première vue. Ouais, tout à fait. J'ai jamais joué à celui-là, donc je connais pas. C'est d'autres règles qui sont adaptées un petit peu plus au côté justement pulp, en fait, un petit peu plus bourrin, et ça passe plutôt bien en vrai. Là, je regarde système 2D20. Qu'est-ce qu'ils en disent de plus? 2D20 à 20 faces, essayant d'obtenir le résultat le plus bas possible sur chacun d'entre eux afin de passer sous un score cible défini par un tribut de compétences. Ok. D'ailleurs, parenthèse pour la transition, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, un autre système assez fun pour Cthulhu qui est en train de se goupiller, il y avait une campagne de financement il n'y a pas si longtemps pour du Cthulhu sous Daggerheart. Ok. Et ce qu'il y avait déjà un petit peu dans le Quick Start était vraiment intéressant. Il y avait vraiment des très très bonnes idées sur la gestion de la santé mentale, sur le système de classe, mais plutôt adapté à un truc un peu plus réaliste. Je suis assez curieux de voir ce que ça va donner comme mélange. Ça va être intéressant. En tout cas, il y a déjà pas mal de vidéos dessus, donc n'hésitez pas à aller voir pour vous faire un avis. Le projet, si je dis pas de bêtises, est financé à 138% déjà, et il reste 59 jours sur la campagne, donc vous avez un petit peu de temps, mais ne traînez quand même pas trop. Faites-le Euh, bon. Là, pour revenir aux gens d'avant, là, pour l'émission qu'on a vue, je trouve que la campagne est très courte, elle fait qu'un mois. Ouais, mais parce que je pense qu'ils ont envie de lancer aussi très rapidement derrière la campagne et de filmer. Donc, quelque part, je pense, vu comme il prend, c'est un projet qui va très vite se réaliser Ouais. et qui vont pouvoir actionner directement derrière. Bien Après, sûr. il y a surtout la notion de palier. Donc, je pense qu'ils vont très vite aussi avoir le premier palier de valider avant la fin du mois. Par contre, c'est le deuxième palier qui va être un peu plus compliqué, je pense, à aller chercher pour eux. Mais bon, encore une fois, on leur souhaite de le réaliser.
Revenons sur Toulouse. J'ai fait une aparté comme Et ça. pour revenir sur Mhm. Arctum Toulouse, et on va regarder maintenant les montants des pledges, alors qui m'étonnent assez parce qu'on se croirait à Carrefour. Ouais, Le premier est à Ouais. 52,95 €, c'est très précis, avec les ombres de l'Atlantide dans un super coffret collector et son PDF offert. C'est, à mon sens, maintenant et pratiquement sur... quelque chose de normal qui est le PDF offert avec la version ouais, physique. clairement. Deuxième, pareil, 77,95 €. On est là aussi sur quelque chose de précis. Et vous aurez la forêt de la peur en plus à l'intérieur, qui, je suppose, si je dis pas de bêtises, est un, je ne veux pas vous dire de bêtises, scénario supplémentaire. Ouais. Donc pareil, avec la contrepartie PDF. Dans le troisième, vous avez en plus les ombres de l'Atlantide, là aussi un scénario supplémentaire. Dans le compendium Guerre secrète à 199 €, vous avez Collector Assault sur le train du Führer, donc une version rigide du coup du livre, avec la couverture rigide. Et après, il y a des offres boutiques, bien évidemment. Et pour le pledge complet avec l'écran de MJ, l'acte 1, l'acte 2, vous êtes à 310 €. C'est quand même un montant. Quelque chose qui est, de mon sens, assez niche par rapport à ce que ça propose. Bon, après, si ça plaît, visiblement, 138% de levée à 59 jours de la fin, Ouais, puis, je pense que ça va quand même trouver son public. il y a quand même 10 personnes qui ont pris celle à 310 €. Ouais. Ouais, bah, je pense que du coup, tu as l'acte 1, l'acte 2. Ça aide aussi pour Ouais, ceux ça fait qui veulent s'y mettre de le parce que prendre, quoi. la plupart des gens ont pris celle à 120 et je crois pas qu'ils aient la carte passe pour la réduction de 20 €. D'ailleurs, montre-leur un peu les coffrets collector là qu'on voit sur les pledges sur le côté. Elles sont magnifiques. Les petits coffrets un petit peu faussement cuir là comme ça, ils sont, J'avoue qu'ils sont Ouais, très franchement, ils sont franchement, vraiment. Necronomicon, là. Ouais, exactement. Mais même la direction artistique, les dessins, je sais pas qui, il faudrait que j'arrive à retrouver rapidement qui fait les dessins, mais je trouve que le coup de crayon, si je peux l'appeler comme ça, il est vraiment très beau, quoi. Tac, 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 est-ce qu'on pourrait avoir le nom des gens qui dessinent? Tout. Là, J'ai pas regardé les illustrations. Ah Bah, ouais. comme c'est édition française, je pense qu'il l'aurait surtout indiqué sur la version originale, quoi. Donc, Ouais, je Ouais, pense. c'est les illustrateurs originaux. ouais. Ok. Mais oui, les illustrations sont magnifiques. Celle du train, là, elle est incroyable. Celle du train, elle est trop bien. Ah Le oui, train où le mec est Ah, dessus, là, avec l'effet de vitesse et tout. On dirait un tableau de maître presque. complètement. J'ai toujours problème avec cet aspect digital, mais ouais. Mm. Ok, bah, puisqu'on n'a pas les noms des artistes, tant pis pour eux, on les retrouvera plus tard et peut-être que je vous les mettrai dans la description sur YouTube. De toute façon, les illustrateurs, on s'en fiche de leur vie. Non, on se fiche de personne ici. C'est tout pour moi, ciao. Surtout dit-il en tant qu'illustrateur. Ah, c'est ça. D'autant plus, on s'en fout pas. Écoutez, on enchaîne et on part ce coup-ci chez Kickstarter. Et si vous aimez la fantasy sombre, vous avez pu soutenir Strigovia cette semaine, dont la campagne vient de s'achever. Inspiré du folklore slave, ce jeu de rôle plonge les joueurs dans un univers où les forêts sont vivantes. La magie a toujours un prix et chaque décision peut avoir de lourdes conséquences. Compatible avec D&D 5e édition, le projet propose également son propre système de jeu autonome. Avec plus de 400 pages de contenu, des illustrations réalisées sans IA et une direction artistique marquée, Strigovia s'est imposé comme l'une des campagnes JDR les plus remarquées de ces dernières semaines. Si son univers vous intrigue, c'était le moment ou jamais de rejoindre l'aventure avant la clôture du financement. Financement qui a quand même fait 1600% de financement, 1740 contributeurs, donc vraiment un produit qui a trouvé son public, je pense. C'est original, en fait. J'aime bien le principe des forêts d'arc comme ça, un peu slave, là. Je pense c'est un peu un truc qui se passerait dans une Russie sombre, quoi. J'aime bien. Et puis avec la direction artistique blanc, noir, plus le vert, Ouais. en trichromie, là. Voilà, moi je suis amoureux du truc. Malheureusement, j'ai pas pu pledge dessus. Mais si un jour on a une traduction, et je crois qu'elle était française dessus ou pas, faut que je regarde. Je crois pas pas de bêtises. Non, elle était anglais, hein, celle-là encore. Ouais, anglais, ouais. Si un jour il pouvait y avoir une traduction française, j'avoue que je pense que je pourrais pas trop me retenir, quoi. Moi, le problème dernièrement, c'est que j'ai pas d'argent, donc je ne peux rien pledge, mais c'est vrai que ça pourrait tenter aussi. Un petit détail que je trouve pas mal et que je vois de plus en plus dans les campagnes, c'est le fait qu'ils fournissent aussi les fichiers pour les impressions 3D des figurines. Les petits STL, Ouais. ouais, c'est Ça a appréciable. l'air de rien comme ça, mais je trouve que ça rajoute un petit truc en plus. Mm.
Et quelque part, alors même si on va dire oui, mais quand même, vous piquez les fichiers pour les imprimer. Ben non, en fait, c'est compris dedans. Et du gun, ouais. Mais ça permet aussi d'en imprimer plusieurs, de faire des vagues de monstres, des choses comme ça, de les réutiliser pour d'autres jeux. Voilà. Donc en vrai, c'est cool. Et bah, pareil, hein, malheureusement, si vous les cassez, ça permet aussi de les réimprimer et de les avoir à vie, pour le coup. Je suis peut-être moins fan du set 2D. Il y en a un sur deux qui me plaît plus que l'autre, le vert. Le bleu, je le trouve pas Le vert exceptionnel. foncé est sympa. Hein. Ouais. Ouais. C'est difficile sur les dés. Non, mais en vrai, alors je dis que je préfère le vert, que j'aime pas le bleu, c'est pas que je l'aime pas, hein, parce que les deux ont l'air d'être pas vraiment faits en Chine. No factory line Ouais. in China. Ça tombe bien, je tombe pile dessus. C'est vraiment des trucs faits main pour le coup. Mais moi, des deux, je préfère le vert par rapport au bleu. Ah, ils sont moulés, on voit ils sortent des moules. Là. Ah oui, pour le coup, c'est du fait main. Hein, donc voilà. Ils Non, font ouais, moule. un pledge qui avait vraiment donné envie à beaucoup de monde, visiblement, et qui, moi aussi, me donne de plus en plus envie. Mais heureusement, c'est trop tard pour mon portefeuille et pour mon banquier. Puis en plus, c'est vrai qu'au niveau du folklore slave, il y a tellement de choses à faire pour le côté Oui. un petit peu horrifique. Tu peux déjà le voir beaucoup dans Weissen, et là, ils sont allés en mode bien dark. Ça a l'air d'être très sympa. Bah, de toute façon, construit par des gens de talent dont la carrière est passée à travers des larges startups polonaises et de développement et des studios polonais. CD Projekt, The Astronauts, Wizard of the Coast, Donjons et Dragons, Magic. Voilà. C'est fou comme les Polonais sont productifs dans tout ce qui est jeu de rôle, en fait. Ah, je pense que leur industrie, elle est très très prolifique, quoi. D'ailleurs, il y a des noms. Tomek Larek, j'ai vu. C'est la mayonnaise. Alors, je vais pas m'hasarder à vous les dire tous parce qu'il y a beaucoup trop de noms polonais. Donc, je vais pas les écorcher, les pauvres. Je voudrais pas leur faire Ça offense. se prononce comme ça s'éternue. Hein. Bah, voilà, je suis pas enrhumé alors pour le coup. Attends, j'ai bossé avec un Polonais qui m'avait appris à lire les noms polonais et j'ai appris un truc avec lui. Si tu veux faire plaisir à un Polonais expatrié en France ou en Europe, trouve-lui de la vraie mayonnaise polonaise, tu lui offres un pot, le mec, il est aux anges. Et- Parce que- J'ai- Ouais. C'est très très vrai. J'étais allé faire un GN en Pologne un peu plus tôt cette année, et c'est un des premiers trucs qu'ils nous ont dit, c'est testez ça. Testez ça, vous allez mayonnaise, pas vous oui. en remettre. Ils ont une fierté de leur mayonnaise et ils adorent ça, ils la mettent avec tout. Et mon pote, mon collègue polonais, un jour, j'avais commandé de la mayonnaise sur Internet en Pologne pour son anniversaire quand il est là. Et je crois que je l'ai jamais vu aussi heureux. C'était génial. En tout cas, n'hésitez pas à profiter. Moi, je vais me garder le lien ouvert parce que je viens de voir qu'il y a même une playlist de musique qui est dédiée Ouais. au jeu. Ah, Qui ça, s'appelle c'est bien. sur Spotify Strigovia-of Blood and Salt. Ouais. De sang et de sel. Voilà. Ouais, il y a même le lien Et, sur la page du pledge. ouais, profitez, c'est gratuit. N'hésitez pas à aller écouter. Je pense que ça doit valoir le coup. Bon, Ça, pour la l'instant- musique, c'est un gros truc en plus, je Pour trouve. l'instant, il n'y a que Ouais. 4 musiques de 3 Ouais. ou de 2 minutes. Hein, mais- Ouais, mais c'est déjà ça. Mais déjà c'est ça, gratuit et tu peux profiter de l'ambiance et te C'est ça, si convaincre. c'est bien exploité. Regarde, Outgunned avait fait des bandes son, et franchement, elles étaient super sympas à voir. Night, la bande son qui va avec, elle est absolument fabuleuse. Et plus récemment, Cthulhu Dreamt, là, la bande originale a l'air d'être absolument incroyable. Eh bien, écoutez, on va enchaîner. Est-ce que Gus, tu veux prendre la suivante? Je me suis dit que ça pourrait t'intéresser, c'est historique pour le coup. Alors, historique suivante, c'est Inji War, Ouais. Japanese Invasion of War. C'est ça parce que j'apprends le japonais, c'est ça? Exactement. Alors, Inji War, The Japanese Invasion of Korea. Les passionnés de jeux d'histoire ont rendez-vous sur Kickstarter avec Inji War, le nouveau projet de Philip Hardy, fondateur de Serious Historical Gaming. Attention, Serious Gaming, mais historique en plus. Fort de plus de 25 jeux publiés et de nombreuses années d'expérience dans le wargame historique, le créateur propose cette fois de revivre l'invasion de la Corée par le Japon entre 1792 et 1793. Un conflit majeur mais rarement traité dans les jeux de société. Conçu pour 2 joueurs, Inji War mêle stratégie, cartes et gestion des opérations militaires tout en restant fidèle aux événements historiques. Une campagne qui devrait séduire les amateurs de wargame exigeants comme les passionnés d'histoire militaire à la recherche d'un conflit encore peu représenté sur le table. Je connais même mon pote Genevois qui vient vendredi prochain, je pense que ça l'intéresserait. En tout cas, ça a l'air hyper intéressant. Ouais. C'est très très riche en pièces. J'arrive plus à retrouver le nom de ce jeu justement de wargame japonais où il y a ces tables avec toutes les pièces où on joue le fou, le roi et tout.
n'arrive pas à retrouver ce nom, mais c'est un petit peu C'est dans ce le style-là. Shogi, un truc genre. Shogi, Shogi, exactement, ouais. ouais. Il y a un peu de cette idée-là dans ce wargame-là, au niveau du matériel. Vous le verrez en scrollant, il y a une espèce de table, on la voit à l'écran actuellement, avec tous les petits pions des personnages dessus. Donc je trouve que c'est bien parce que c'est un truc, je pense, qui est plutôt abordable au niveau du pledge en lui-même, au niveau du Mais prix. il y en a qu'un. En plus, il y a. Et il y en a qu'un, donc vous ne pouvez pas, entre guillemets, vous tromper. Et bah, quelque part, vous avez peut-être même quelque chose qui va vous permettre de démarrer dans le wargame et de ne pas forcément acheter un truc avec 100 000 figurines à peindre, etc. Euh, on est sur quelque chose d'historique, donc après on aime ou on n'aime pas. On est sur une bataille qui n'est pas forcément traitée dans les livres d'histoire bon, autant qu'elle mériterait sûrement de l'être. Donc voilà. Et puis on est sur un projet qui est quand même fait par un monsieur qui est français, donc c'est Mais en aussi ça qui anglais. est intéressant. Mais en anglais. Il a raison, parce que c'est malheureusement là où tu auras C'est le le plus public. de C'est marché. le Voilà. public, bien sûr. Et d'ailleurs, je trouve que le côté 2 joueurs, c'est sympa de Ouais, pouvoir avoir un peu cette option-là, parce que c'est vrai qu'il y a quelques jeux qui te proposent un mode 2 joueurs, mais la plupart du temps, c'est un petit peu mais je comment dire, connais pas. Lui. une rustine pour pouvoir faire ça. Mm. Mais là, quand tu te retrouves, pour peu que tu sois en couple avec quelqu'un qui aime les jeux de société ou ce genre de choses, ce genre de jeu, ça peut être très très sympa. Alors c'est un peu un hybride. Je l'ai traité dans le dans le JDR et les jeux de plateau, mais c'est un peu un hybride entre le wargame et le jeu de plateau. Ouais, C'est pour ça que je l'ai mis en fin, parce que après du coup on enchaîne comme d'habitude sur un- TCG et wargame. c'est un risque Mais c'est amélioré. presque En un fait. risque. Voilà, c'est ça, c'est un risque amélioré. Voilà. On aurait presque pu le mettre directement dans le wargame, mais pour profiter d'avoir enfin une info wargame différente. Mais voilà, moi j'ai préféré vous le mettre là parce que ça tient plutôt pour moi du jeu de Alors, plateau. Voilà. je Voilà. ne peux pas pledge, mais je voudrais bien. Alors, du coup, je l'ai envoyé à un pote qui va peut-être pledge dessus. Bah, écoutez, si vous faites une partie, vous nous direz comment c'est, parce que moi vraiment ça me plaît bien, quoi. Je Visuellement et tout. Et en plus, il a déjà même l'objectif de son truc était assez bas. Hein. Oui, en fait. Oui, oui. 5 000 €, c'est tout. Ouais. Puis la boîte, c'est entre guillemets ce que vous retrouveriez dans tous vos commerces. On est sur quelque chose à 60 €, c'est quand même plutôt fourni. Ouais. Voilà. Après, c'est un peu cher pour des gens qui sont pas touchés par le truc, donc je comprends qu'il n'y ait pas des centaines de milliers de personnes qui vont aller là-dessus. Mais voilà, sachez que ça se finit en 61 heures et que si ça vous intéresse ou que ça vous titille un petit peu les papilles, ça vaut peut-être le coup de sauter dessus, quoi. T'as 61 heures pour l'acheter, je vais lui dire. 61 heures avant la fin. On est peut-être même à la 60 heures même. Ouais. Moi, je pensais à un truc à la con. Puis tout à l'heure, on peut aussi donner de l'argent dans ces pledges sans rien commander. Oui, c'est vrai, vous dis, pouvez aussi contribuer à 1 €, 2 €, enfin voilà, vous n'êtes pas obligé de Tu peux pledger, même contribuer 58 € et dire non, je veux pas le jeu, je veux juste donner 58 €. juste vous faire plaisir et vous rémunérer, exactement. J'ai pas 59, mais j'ai 58. Exact. Je vous paierai le mois prochain pour le reste, ça marche pas, malheureusement. Eh bien, écoutez, si on en a fini avec ça, on va passer à la partie TCG et Wargame. Toi-même. Et pour la partie TCG Wargame, on va parler d'un des rois, malheureusement ou heureusement, de la partie TCG. Et pour les dresseurs, vous avez rendez-vous le 17 juillet avec la sortie de Méga Evolution Nuit Noire, la nouvelle extension du jeu de cartes à collectionner Pokémon. Cette série marquera le retour des Méga Evolutions avec Méga Darkrai X en tête d'affiche, accompagné notamment de Méga Zeraora X, je suis désolé, ça vous sentez que je joue pas à Pokémon, Méga Lugulabre X et de plus de 115 nouvelles cartes à collectionner. Les avant-premières débuteront dès le 4 juillet dans les boutiques participantes. En attendant, pour les collectionneurs, vous pourrez vous tourner dès le 3 juillet vers les coffrets Premium Méga Amphinobi X. Au programme, une carte promotionnelle exclusive, une carte Jumbo lenticulaire, 8 boosters et plusieurs bonus de collection mettant à l'honneur l'un des Pokémon les plus populaires de la licence. De quoi patienter avant l'arrivée de cette extension très attendue. Je vous demande un avis, mais généralement je sais que pour Pokémon c'est compliqué. On n'est pas les plus gros joueurs. J'ai jamais vu. Ouais, vas-y. J'ai joué à Pokémon, le premier à l'époque sur Game Boy et seulement pendant 3 heures parce que je n'avais pas de Game Boy, j'avais emprunté à quelqu'un. Et sinon ça, j'ai joué à Pokémon Go parce que j'ai joué avec des petites que je garde. C'est tout. Donc, voilà. Pas beaucoup mieux, mais par contre, j'ai jamais vu autant de fois le mot méga dans une seule campagne. Et X. Et X, voilà.
Non, je vois souvent le J'ai mot vu ex. souvent le mot ex, mais pas dans des campagnes participatives. Non, c'est. Ouais, je dois avouer qu'après, les méga évolutions, je sais que j'ai un pote qui joue à Pokémon qui me disait c'est juste quand le jeu a commencé à s'amenuiser un peu, ils ont commencé à mettre des méga évolutions pour ramener des gens dessus, pour qu'il y ait un truc nouveau en fait. Mm. Mais il dit ça apporte que des trucs en fait, au final, les méga évolutions ne sont utiles que contre les autres méga évolutions, donc en fait, ça sert à rien. C'est de la fidélité forcée, en fait. C'est ça, c'est la fidélité forcée. Mais en même temps, après 30 ans de jeu, forcément, il faut trouver des nouveaux trucs, quoi. Mm. Peut-être s'arrêter, passer à autre chose, ça aurait été bien. Non, ça Comme fait pour d'argent, beaucoup de monsieur, choses. voyons. Eh bien, écoutez, je vous retiens pas plus là-dessus. On peut passer directement à la partie jeux vidéo. Et comme tu as un très beau t-shirt, WasyTube, je te propose de prendre la suivante. Ça marche. Les fans de Star Wars et de jeux de société vont bientôt pouvoir se retrouver autour du Monopoly Star Wars Heroes vs Villains. Cette nouvelle adaptation revisite le célèbre Monopoly en opposant les héros et les vilains de la saga dans des affrontements en équipe où les personnages disposent de capacités spéciales inspirées de l'univers créé par George Lucas. Une formule qui renouvelle les parties tout en conservant les bases du jeu de plateau. Prévu sur PC et console, Monopoly Star Wars Heroes vs Villains promet une expérience plus dynamique que le Monopoly traditionnel, avec des modes de compte 2, 3 contre 3, ainsi qu'un large casting de personnages emblématiques. Une sortie qui devrait séduire aussi bien les amateurs de jeux de société que les fans de la saga galactique. Oui, on compare bien du jeu vidéo, hein, là, pour le coup. Oui. Bon, moi, j'ai jamais fait un Monopoly en jeu vidéo, donc je peux pas vous donner un Moi avis aussi. là-dessus. Alors, qu'est-ce que ça donne? Alors, c'était avec une fillette de 8 ans, donc c'était spécial, mais c'est Monopoly Harry Potter, je crois, ou un truc du genre. Ou Ok. peut-être autre chose, ou My Little Pony. Je sais plus, il y avait un truc comme ça, une licence. C'était un Monopoly à licence, et c'était avec la petite Mimi que je garde toujours maintenant. Et elle n'a pas 8 ans à l'époque, elle avait 6 ans. Elle avait ça sur sa tablette, et en fait, ben, c'est chiant. Hein. Il y a pas, de mon point de vue, il n'y a pas d'autre mot. Hein. C'était pas parce que je joue avec un petit enfant, c'est parce que, en fait, ils te mettent plein de petites animations quand le pion il bouge, qui sautille partout, mais au bout d'une heure de jeu, quand ton pion il bouge, il sautille partout, il t'énerve ton pion, en fait. J'ai jamais vu l'intérêt de faire du Monopoly sur jeux vidéo, en fait. Les deux seuls intérêts que je vois, moi perso, c'est pour le côté distanciel, pouvoir jouer un peu avec des gens qui se trouvent au bout de la France. Et potentiellement, effectivement, le côté un peu fanservice. Là, je vois dans la vidéo démo qu'il y a un petit peu des animations rigolotes, ça c'est une chose, mais il y a aussi des espèces de petits mini-jeux, de trucs comme ça pour essayer d'agrémenter un peu et faire un tout petit peu moins chiant que Monopoly, quoi. Ça. Alors, je suis pas très gentil avec Monopoly, mais c'est pas non plus le truc qui représente le mieux le hobby du jeu de société de nos jours, je trouve. Bon, pour moi, c'est ni plus ni moins que du fanservice et voilà quoi. J'aurais plus de facilité, tu vois, à soutenir par exemple, un Lego Star Wars qu'un Monopoly Star Wars. Ouais. Je suis assez d'accord, d'autant que moi j'ai un avis très tranché sur Monopoly et c'est un petit peu le même qu'avec Magic depuis qu'on en parle. C'est que Monopoly, une fois qu'ils auront épuisé toutes les licences existantes au monde, peut-être qu'ils vont arrêter d'essayer de faire quelque chose de nouveau. Les Jamais. régions de France y sont passées. À mon avis, ils vont commencer à attaquer les régions d'Espagne. Après, il va y avoir tous les pays du monde. Ah non, c'est déjà fait. Enfin, voilà. Moi, j'ai un avis très tranché sur Monopoly pour ça. Je sais plus si ça visite Carcassonne ou Neuschwanstein que j'ai vu qu'il y avait un Monopoly que du château en lui-même. Oh, sûrement. Je sais plus lequel c'était. Mais... Sûrement. Après, voilà, moi, Monopoly, j'aime bien pour passer une soirée de temps en temps, mais c'est vite le truc comme le Scrabble qui a tendance à passer par la fenêtre, quoi. Bon, mais le truc qui est bien avec Monopoly, c'est que c'est universel. Il n'y a pas que les fans de jeux de rôle qui vont en faire. Il n'y a pas que. Par exemple, ton oncle qui aime regarder les filles sur la plage et regarder les matchs de foot, ben, il va jouer au Monopoly aussi. Tu vois. C'est vrai. Donc tu peux passer du temps avec tout le monde. Mais bon, après, voilà. Après, il y a d'autres jeux qui sont tout aussi accessibles, voire plus, mais juste qui n'ont pas la reconnaissance de marque du Monopoly, quoi. Alors, le problème, c'est pas que les jeux soient accessibles, comme tu dis, c'est le problème, c'est la reconnaissance de marque, c'est qu'il y a des gens, dès que tu vas leur sortir, j'en connais des comme ça, dans ma famille, dès que tu vas leur sortir autre chose que Monopoly, qu'un Cluedo ou que les jeux qu'on connaissait tous des années 80, ils vont dire « Ah non, mais ça, c'est des trucs de gens bizarres. » Et tu sais que dans une certaine mesure, on a le même symptôme dès qu'on dit à des gens qui ont trop l'habitude d'autres noms de jeux de rôle que Donjons et Dragons. Ah oui, non, ça c'est clair. Ça fait un peu le même symptôme et ça me hérisse, quoi. Alors qu'il y a les Chroniques de Reaper, le meilleur jeu de rôle du monde, et personne n'en parle.
Joker. Ah, si, toi quasiment à chaque fin de live maintenant. C'est devenu tradition, c'est ça? Bah oui. Bah Bah là, écoute, je crois que c'est c'est déjà vu sur ce live. c'est un espace de pub aussi pour les gens qui créent à la fin, donc on en profite à chaque fois. Écoutez, on enchaîne sur une news jeux vidéo et pour les amateurs de jeux compétitifs, vous pourrez bientôt reprendre les courses avec Speedrunners 2 King of Speed, la suite du célèbre party game de Tiny Build. Cette nouvelle édition pousse le concept encore plus loin avec des courses jusqu'à 8 joueurs en ligne. Un gameplay toujours aussi nerveux, des nouveaux personnages, des cartes inédites et le retour du célèbre grappin pour éliminer ses adversaires. 10 ans après le premier opus, Speedrunners 2 modernise la formule avec des graphismes en haute définition, un netcode amélioré et le crossplay entre plateformes. Une sortie très attendue qui pourrait bien relancer l'un des jeux multijoueurs les plus frénétiques de ces dernières années. Et effectivement, je pense qu'il y a de quoi là aussi se faire des ennemis parmi nos amis. Alors, ce genre de jeu, tu sais, on en a déjà parlé. Tous les ans, je fais un week-end avec mes amis de lycée. Mhm. Donc, ça fait 30 ans qu'on fait un. Enfin, ça fait 27 ans maintenant qu'on se connaît. 28 ans, en fait, cette année. Et ça fait bien 15 ans qu'on se fait des week-ends où on n'est que nous, pas de femmes, pas d'enfants, etc. Et il y a toujours un qui amène forcément son PC, son truc. Et Speedrunner 1, j'espère que c'est le même sur 2, ouais, JCJ en écran partagé et compagnie. On s'est fait des parties avec on faisait des mini-tournois de speedrunner comme ça, et c'était hilarant entre potes, à se faire des ennemis, à faire les cons, à s'entretuer, etc. Par contre, c'est vrai que à moins d'être à fond dedans, c'est un jeu, tu vas y jouer une demi-heure avec tes potes, et tu vas plus y passer pendant un an, et tu vas y rejouer une demi-heure avec tes potes au bout d'un an, quoi. Mais c'est fun. Lorsque je fais des rassemblements comme ça avec des potes, on a plus tendance à sortir Worms, par exemple. On le sort aussi, mais en fait, notre rassemblement maintenant, il dure 5 jours. Ouais, donc 5 jours de Worms, c'est peut-être un peu too much. Ah, c'est pour ça, mais en fait, en 5 jours, on fait du jeu de rôle, des films à la con et des jeux vidéo à la con. Et au cinéma, et on va au mini-golf aussi. Et au resto. C'est où pour les viewers qui puissent vous rejoindre? Alors, c'est réservé aux membres de la team U. Ah bon. Qui sont Oh là là, élitiste. Et déjà, il y en a qui bientôt vont emmener leur fils, mais uniquement les mecs. Oh, c'est... Ah oui, c'est sexiste, mais... Ouais. Ah ben la fille, un de mes potes, sa fille qui a 17 ans, là, bientôt 18, elle dit, maintenant j'ai 18 ans, je peux venir? Il a regardé, elle fait, ben non. Bon, on supprimera au montage. Mais oui, Worms, c'est trop bien, effectivement. C'est tellement satisfaisant. Trop bien, Worms. Mais bien sûr, c'est le défouloir absolu, ça te ruine toutes des amitiés, c'est un bonheur. Alléluia. Franchement, l'alléluia et tout. la satisfaction d'avoir un de tes potes qui est juste en bordure et que tu fais le doigt, enfin c'est voilà quoi. Le bouton magique et tout, c'est trop bien. Toi, tu tombes. Exactement. Et quand tu te loupes sur tes jets, sur ton truc, la grenade rebondit partout, c'est n'importe quoi. C'est trop bien, Worms. C'est pas ma faute, c'est la gravité. En tout cas, ce Speedrunners 2 a l'air vraiment exceptionnel. Je pense qu'il y a des amitiés qui vont se briser là-dessus aussi. Par contre, effectivement, de la vidéo qu'on a pu montrer, ça a l'air péchu au possible, faut vraiment pas être épileptique. C'est Ah oui, nerveux non, et c'est quand nerveux, tu es à plusieurs dessus, je pense qu'il faut suivre. Faut pas être derrière. C'est nerveux, mais c'est ce qui nous plaisait avec une pote, c'est qu'on est très jeu nerveux, donc voilà. Et j'ai l'impression que ça va mêler un peu de D3D, parce qu'il y a des phases un peu en vue un peu de tiers là. Donc ouais, ça a l'air vraiment bien sympa. En tout cas, bien modernisé pour le coup. Juillet 2026, donc ça va pas tarder à sortir. Sachez quand même qu'il y a une démo de dispo, j'ai oublié de vous le dire. Mais du coup, le jeu officiel sort ce mois-ci, donc profitez de la démo tant qu'elle est disponible, en espérant qu'elle va rester pour la suite. Et bien que ce soit crossplay d'ailleurs. Et bien que ce soit crossplay, ouais. Ouais, ça c'est bien aussi. Eh bien écoutez, je vous propose d'enchaîner et on va parler de Rhythm Paradise Grooves. Les amateurs de jeux de rythme pourront bientôt retrouver une licence culte attendue le 2 juillet sur Nintendo Switch. Plus de 10 ans après le dernier épisode, la série de Nintendo fait son grand retour avec plus de 80 mini-jeux musicaux inédits. Toujours basés sur le sens du rythme et des commandes simples à prendre en main, mais difficiles à parfaitement maîtriser. Fidèle à l'esprit de la licence, Rhythm Paradise Grooves mise sur son humour absurde, ses personnages hauts en couleur et des musiques entraînantes pour enchaîner les défis en solo ou entre amis. Une sortie qui devrait séduire aussi bien les nostalgiques de la série que les nouveaux joueurs à la recherche d'une expérience aussi originale qu'addictive. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce que je suis en train de me faire la réflexion qu'on a eu beaucoup de jeux qui étaient basés sur le rythme ces dernières semaines. Ah ouais?
Ouais. Alors, il faudrait que je vous les retrouve, que je rouvre tous mes boards, mais on en a eu un où c'était sur du funk, je crois, de la musique des années 80 ou quelque chose comme ça. Où on se bastonnait pareil. Ah oui, Euh, j'avais aussi la puissance de la funk et tout. C'était pas Dead as Disco? Exactement. Hmm. On a eu ça, alors il faudrait que je vous les Très retrouve. fun d'ailleurs. Il a l'air très très fun. Donc c'était là, je vous le retrouve de suite, comme ça je vous les redonne. Qu'est-ce qu'on avait? Perso, je suis très partial d'un jeu de rythme en particulier, c'est Metal Hellsinger. Ok. C'est un jeu de rythme en FPS. Et c'est, voilà, en fait, quand tu tires en rythme avec la musique métal qui, en plus, va, comment dire? Gagner un peu en crescendo au fur et à mesure que tu enchaînes les combos et cetera, avec notamment des chanteurs et des groupes de métal très connus qui ont participé à la BO, le rendu est tellement satisfaisant. Je crois Ouais, que non, j'ai- c'était ça, c'était Dead as Disco qu'on avait eu. Il y en avait eu un juste avant, j'arrive pas à vous retrouver. Alors, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de jeux de musique, alors peut-être aussi que la saison s'y prête un peu plus dernièrement. Alors que moi, dans cette saison, j'ai pas envie de bouger, hein. Pas le Oui, moins du monde. actuellement, avec la chaleur, personne n'a envie de bouger. Mais bon, il y a eu Eh, la... je rythme en VR. Je dis ça pour du fait qu'il y a eu la fête de la musique. C'est surtout pour ça que je Oui, parle ah oui, pas con, des Raval. jeux avec de la musique. Voilà, bon, je vous retrouverai ça au cas où dans le futur. Voilà, effectivement, ce petit jeu qui a l'air bien sympa, qui pour le coup, lui, va pas créer de dispute, je pense, parce que là, c'est vous et votre manette qui gérez la rythmique. J'ai le son. Attends, ouais, il y a le son qui a sauté chez toi, là. Chez moi? Ah, ça y est, c'est Ah, de c'est retour. bon, c'est revenu. Ok. C'est parce que je me suis démarré la vidéo pour avoir la musique et écouter un petit peu ce qui Peut-être. se fait. J'ai l'impression qu'on se retrouve un petit peu dans les ambiances des jeux de Wii de l'époque, Un ou peu, des jeux ouais. de Switch de l'époque aussi. Un peu les Wario Party, les Les trucs Wario comme ça. Party et trucs comme ça. Ouais. J'aime beaucoup moi l'ambiance. De toute façon, plus c'est débile un jeu, au mieux je me porte, je crois. Totalement. Il y en avait un autre comme ça que j'aimais bien avec des instructions de montage de meubles façon Ikea, Ok. où en fait tu voyais passer les instructions un peu comme sur un bout de papier et dès que ça arrivait dans ta case, tu devais taper en rythme reproduire ce qu'il faisait dans les instructions. C'était, je sais plus comment il s'appelle celui-là, mais il était très très fun. Je vois pas du tout. Je suis pas un grand joueur de jeu de rythme. J'ai joué à pas beaucoup en fait, donc je connais rien là-dessus. Eh bien écoutez, on enchaîne et on va partir sur Switch 2 et avec l'univers complètement déjanté de High on Life 2 Ça, c'est qui pour débarque moi. sur Switch 2 le 1er juillet. Après avoir sauvé l'humanité dans le premier opus, les joueurs reprennent leur carrière de chasseurs de primes intergalactiques lorsqu'un mystérieux ennemi décide de s'en prendre à leur sœur. Entre armes parlantes, humour absurde et action frénétique, cette suite conserve tout ce qui a fait le succès de la licence. Cette version Switch 2 profite des améliorations apportées au jeu depuis sa sortie sur les autres plateformes, avec une aventure toujours plus dynamique grâce à des nouvelles phases de déplacement, notamment en skateboard. Une sortie qui devrait ravir les amateurs de FPS décalés et de science-fiction complètement loufoque. Parce que si vous vous souvenez, donc I Love Life 2, on découpait la tête de mec pour les intégrer à son pistolet, on les modifiait avec des morceaux de carcasse, c'était complètement barré. On le voit, d'ailleurs, on va le voir à un moment dans la bande-annonce. Alors, ouais, ça vient. Ouais. C'est un jeu que j'adore. C'est un truc que j'adore. En plus, à Live 2, les voix des personnages sont faites à la base. Et le jeu est fait par ceux qui font Rick et Morty, pour ceux qui connaissent. Ok. Et donc, il y a de l'humour absurde et de l'humour un peu décalé. Mais un truc qui est dommage, c'est que bon, déjà, Iron Man 2, il faut savoir qu'il sort sur Switch maintenant, mais il est sorti sur PC en février. Oui, c'est pas une sortie neuve, Et c'est une réédition. d'ailleurs, il est en ce moment en promo à 39 € sur Steam. Je viens de regarder. Il est en promo sur Steam en ce moment. Et en fait, il y a un gros problème, c'est que le jeu, et là, si la vidéo a été filmée sur Switch, ça fait un peu peur, parce que si vous regardez vers les 50 secondes à peu près, il y a du frame rate drop et du stutter dans la vidéo de présentation du jeu. C'est pas vendeur, ça. Du coup, alors, il y en a qui vont dire non, mais je sais que ceux qui vont dire non, c'est les gens qui sont habitués aux 20 FPS dans leur jeu. Mais ouais, vers les 50 secondes, c'est assez hallucinant comme le... J'avoue qu'il y a un petit défaut très visible. Ouais, le jeu drop à fond. Ouais. Vous arrêtez, en fait, c'est rigolo parce que vous arrêtez sur la vidéo à 50 secondes pile et effectivement, vous voyez les pistolets tout flous, comme ça. D'un autre côté, est-ce que tu veux jouer à des jeux qui ont un énorme FPS sur Switch?
Alors, je dois avouer que je ne joue à rien du tout sur Switch parce que je Voilà, suis que joueur PC. c'est ça. Mais du coup, un jeu de shooting à la première personne sur Switch, en plus, c'est pas, ça Ouais, paraît. je suis un peu sceptique, je t'avoue. Ouais, Mais après, le jeu en lui-même est fun. le Enfin, jeu est moi, fun, j'avais ouais. joué qu'au 1, j'avoue, mais Pareil. là où il m'a vraiment conquis, c'est le moment où il est en train de t'expliquer un truc, tu mets pause et il t'engueule d'avoir mis pause. Oui, Ça m'a vendu du rêve. c'est le méta en même temps. Forcément, le mec qui fait Ricky Morty adore ça, le méta, donc forcément. Mmh. Et d'ailleurs, pour ceux qui connaissent pas, les armes vous parlent au moment où vous les utilisez ou vous frappez, etc. Donc c'est très très drôle, c'est très décalé. Il y a un petit côté où en fait tout ça s'arrête jamais, même quand vous êtes dans un moment de pseudo-pause, ça s'arrête pas en fait. Voilà, c'est pareil, c'est pas un truc que vous faites quand vous avez des problèmes d'épilepsie. Voilà, c'est pas vraiment conseillé pour ces pathologies-là, très honnêtement. Et c'est très coloré, c'est très vif. Donc effectivement, voilà, pas mettre entre toutes les mains, pourtant à mettre dans le plus de mains possible parce que c'est vraiment déjanté. Et à chaque scène, à chaque moment, tu vas trouver un truc totalement différent et tout aussi absurde que le reste, mais dans un absurde différent, en fait. Dans le 1, tu avais un moment où tu devais, juste surveiller le vélo d'un mec, Oui. où il disait: «Je suis de retour dans 5 minutes, regardez mon vélo» et en fait, si tu quittes le vélo des yeux, il se fait voler et il revient pile à ce moment-là et c'est con, mais en même temps, c'est très drôle. Oui. Alors, je suis en train, par contre, j'ai regardé, en regardant ce film, j'ai vu que les revues étaient moyennes. Ah ouais? À première vue, quand il est sorti, alors je sais pas, maintenant on est 6 mois après sa sortie pour nous, sur PC, mais à première vue, quand il est sorti, il était plein de bugs et justement il ramait aussi. Il avait des lags et tout. Donc j'espère que ça s'est réglé avec des patchs après, parce que c'est un peu la mode en ce moment pour les jeux PC de sortir un jeu rushé et de le patcher après. C'est devenu ça depuis la sortie de No Man's Sky, pour ceux qui savent. La plus C'est belle remontée au monde. ouais. Parce qu'après, on a eu Cyberpunk qui a fait la même, et le jeu Cyberpunk est sorti pour certains, il était injouable. Mmh. Et après, il y avait les patchs et tout, il est devenu super bien. Donc, voilà, c'est à voir si. Personnellement, je ne le prends pas encore parce que ben, j'ai des listes de jeux à histoire à finir. Et étrangement, je sais que c'est un truc très échange dans le monde des gamers et des collectionneurs, mais je n'achète pas de jeux tant que j'ai pas fini la liste que j'ai là. C'est un truc très bizarre, hein, je sais. Tu tu es un monstre. C'est pareil pour les livres. Je n'achète pas de livres tant que j'ai pas fini les livres que j'ai achetés. Ouais, non, non, on va pas s'entendre finalement. Je fais une petite parenthèse d'ailleurs parce que en parlant d'éditeurs, en parlant de jeux, etc. J'ai vu une news alors qui est un petit peu à cheval sur tous les univers en soi. Sachez que CD Projekt et CD Projekt Red ont fusionné. Maintenant, Ouais. c'est CD Projekt Red définitif, donc ce sera même pour le jeu de rôle, etc. Il n'y aura plus qu'une seule boîte. Voilà. À savoir, j'ai vu passer la news dans la semaine. Mmh. Voilà. Non pas que ça nous impactera nous en tant que joueurs, mais ça veut dire que c'est une grosse entité maintenant, et plus de 3 entités qui portent le même nom et qui pourtant feront exactement le même très bon travail de mon point de vue. Voilà. Sachez que tout a fusionné et tout est devenu une seule et même maison. Voilà. Eh ben écoutez, si on est bon sur la partie jeux vidéo, Yeah. hop, je disais si on est bon sur la partie jeux vidéo, on va enchaîner sur la partie ciné et séries. Et je pouvais pas ne pas vous en parler. On a parlé de la fête de la musique qui a eu lieu cet été. Et maintenant, on va parler de la fête du cinéma, avec la 41e édition de la fête du cinéma qui s'est déroulée du 28 juin au 1er juillet, avec un tarif unique de 5 € la séance dans les salles participantes. L'événement, organisé quand même depuis 1985, est devenu un rendez-vous incontournable pour les cinéphiles et intervient cette année dans un contexte particulièrement favorable, puisque la fréquentation des salles est en hausse de 20,6% depuis le début de l'année, avec près de 77,1 millions d'entrées enregistrées fin mai. Les précédentes éditions ont confirmé l'engouement du public, avec plus de 4,6 millions de spectateurs en 2024, plus de 3 millions de spectateurs en 2025. De quoi espérer un nouveau succès pour cette édition 2026. Portée par une programmation particulièrement riche entre les blockbusters qui sont sortis, les films d'animation et le cinéma français. On en a parlé notamment ces dernières semaines. Oui. Moi, je trouve que l'initiative de la fête du cinéma chaque année, alors j'en profite pas parce que j'ai jamais le temps d'y aller, mais je trouve que c'est quelque chose qui rend les choses, le cinéma accessible. Ça tombe toujours au bon moment. Il y a la canicule à ce moment-là. Mmh. Voilà. Et non, franchement, moi, je salue la création de base de cet événement. Ouais. Personnellement, j'adore, mais pareil, je suis pas allé parce que je n'aime pas aller au cinéma seul et que j'ai pas d'amis.
et que j'ai pas d'amis qui sont assez proches pour aller au cinéma avec moi. Les seules personnes qui viennent au cinéma avec moi, c'est éventuellement les filles que je garde, enfin les enfants que je garde. Et là, il n'y avait pas de film qu'ils avaient envie. Si, c'est pas vrai, on est allé voir, comment il s'appelle mais c'est avant la fête du cinéma, Super Mario Galaxy. C'était avant la fête du cinéma, ça. Ouais, mais du coup, tu vas pas les emmener voir Obsession, quoi. Voilà. Alors, c'est rigolo parce que la plus grande que je garde, je lui avais proposé d'aller voir Backroom parce qu'elle adore ce genre de film. Mhm. Et en fait, elle y était déjà allée avec la mère d'une amie. Mhm. Donc du coup, je me suis dit, est-ce que je vais voir Backroom tout seul? Mais j'avais pas envie d'y aller tout seul, donc je suis pas allé, alors que c'est un film que je veux voir. Donc ça me fait chier. Ah, pour la petite histoire et pour l'historique de la fête du cinéma, parce que je ne savais pas, je pensais que c'était limité à 85, mais en fait compte, en juin 39, les médias annoncent officiellement la création d'un festival de cinéma en France, tenu par divers pays producteurs de films, États-Unis en tête, et dont l'ouverture était le 1er septembre. Voilà. Je crois que malheureusement, c'est un peu passé à la trappe parce qu'il y a eu des événements après qui ont pris le dessus. Il y a eu Ouais, quelques les petites Jeux choses. Olympiques, tout ça, ouais. Voilà. Ouais. Et effectivement, en 85, c'est la Fédération nationale des cinémas français, la FNCF, conjointement avec le ministère de la Culture et l'ensemble des professions du cinéma qui ont créé ce festival et qui depuis n'a jamais cessé d'être. Très bonne année, 85, je suis pas du tout biaisé. Parfait. 83 est beaucoup mieux. Il y a matière à débat. Pour les 90, des bisous. On parle pas au bébé, monsieur. Ah bon, bah je me tais, alors je vous laisse continuer la chronique. Ah bah écoutez, qui veut prendre la suivante? Supergirl. C'est pour qui? Allez, je t'en débarrasse. C'est parti. Les super-héros d'ici reviennent sur le grand écran avec Supergirl, attendu cette semaine au cinéma. Ce nouveau film suit Kara Zor-El dans une aventure spatiale où elle devra faire face à un adversaire redoutable, tout en s'alliant à un compagnon aussi improbable qu'attachant. Première pierre du nouvel univers cinématographique d'ici, le film promet un mélange d'action, d'émotion et de science-fiction. Réalisé par Craig Gillespie, Supergirl marque le début d'une nouvelle ère pour l'héroïne kryptonienne avec Millie Alcock dans le rôle principal. Une sortie particulièrement attendue par les fans de DC qui espèrent voir le personnage s'imposer comme l'une des figures majeures de ce nouvel univers partagé. Et de ce que j'ai entendu, bah, c'est raté. En un mot commencement, apparemment, c'est un peu foiré. J'ai pas eu l'occasion de le voir, j'avoue. Mais alors, j'ai vu que beaucoup de gens râlaient sur le fait que Supergirl a été moche, je sais pas quoi, alors que non, ça, d'autant que Millie Alcock est une excellente actrice. Oui, elle est excellente. Elle a fait donc, très très bon. Après, bon, les films de super-héros, c'est un peu ma bête noire, donc je ne me prononcerai pas parce que si je vais le voir, je vais sûrement sortir en disant c'est un film de merde comme tous les autres. Donc, donc je ne vais pas me prononcer dessus. C'est un avis personnel là. J'ai vraiment hésité à aller voir parce que j'en attendais quand même pas mal parce que le dernier film Superman, j'avais beaucoup apprécié. Je trouvais la direction qu'ils avaient pris était vraiment sympa, l'acteur était attachant, l'ambiance de manière générale était un petit peu plus péchue, etc. C'était très cool. C'est qui le dernier Superman? C'était. Ah bah, le dernier, c'était. Merde. Le gars qui fout des musiques. Pardon? C'est le mec de Twilight? Ah non, l'acteur, pardon. Non, c'est Ravensworth ou je sais plus comment il s'appelle. Je retiens jamais son nom à ce gars-là. Mais il est très bien, vraiment, il le fait très bien, il est super attachant. Et bon, elle a eu un micro caméo dans ce Superman-là, et ça semble être une vibe qui était cool. Et apparemment, des quelques retours que j'en ai eu, ça a été raté, quoi. D'accord. Pareil, il y a Jason Momoa dans le rôle de Lobo qui devrait être badass au possible, mais apparemment ça passe pas. Donc... Je supporte pas Jason Momoa. Bah, moi, je vais vous donner mon avis sur ce nouveau gardien de la galaxie. Ah, merci. David Corres, ouais. Vous donner un avis sur ce nouveau gardien de la galaxie, puisque pour moi, c'est un gardien de la galaxie remaké à la Supergirl. Okay. Voilà, je suis un peu du même avis que vous. On est en train d'attaquer une phase à la Marvel, où on veut faire du pulp dans un univers qui n'est pas du tout pulp, où on veut faire un côté un peu, entre guillemets, fun. Voilà, on sort du noir de DC sur du coloré à la Marvel avec, je me souviens plus le nom du producteur qui a fait un petit peu ses remakes sur James Gunn. James Gunn, voilà. Oui, ah oui, pardon. C'est pour ça que je l'ai cité, la régie, t'inquiète pas. Mais voilà, je trouve qu'en fait, on remet de la confiture sur la tartine qui est déjà bien étirée. Et on essaie de le refaire encore dans une autre version, c'est dommage. Tant que DC, c'était un petit peu le côté noir par rapport à Marvel. Là, on y perd de ce côté noir et un petit peu trash qui avait été annoncé avec les derniers films sortis. Alors, attention. Ouais, vas-y.
Attention, d'ici, l'ambiance est noire, mais les films sont bisounours. Ouais, Chromatiquement parlant, ils sont très noirs aussi. oui. Non, mais en fait, moi, ce que je trouve un peu dommage, c'est que certes, toute la période du DCU, elle était un petit peu trop Dark Sasuke, on va dire. Mm. Et le problème, c'est que là, ils ont choisi le mauvais sujet pour passer en mode fun bisounours, parce que Supergirl, foncièrement, toute son histoire, c'est du trauma, en fait. Elle a littéralement tout son monde qui a explosé, il en reste plus rien, c'est la dernière qui reste, etc. Elle a tout raté. T'es censé faire du trauma, et donc si tu le fais un peu en mode bisounours, il manque un truc, quoi. Ouais. Ouais, tu peux Après, dire que- voilà. Enfin, moi, personnellement, les films avec Kal-El, j'en veux plus. Je pense Mhm. que j'en vois depuis 35 ans des remasterings de films de Superman. Mhm. Bon, autant vous dire que j'ai vu les premiers où ils sortaient de la glace, etc. J'ai vu comment ça s'appelle Smallville, j'ai vu les films au cinéma. Enfin, au bout d'un moment, j'en peux plus. Ah là là. J'en ai bouffé du Superman, je n'en peux plus. Et tu sais, donc, une méthode pour pas en bouffer, c'est de ne pas les regarder. Oui, mais c'est toujours pareil, tu peux pas parler de choses que t'as pas vues, donc voilà, tu es obligé un petit peu d'aller quand même les voir. Ouais, moi les licences épuisées, re-épuisées, re-sucées, re-machin, j'en ai marre. En fait, le gros problème de ce film de super-héros aussi, c'est qu'il se base souvent sur les histoires et tout, alors que si tu regardes les comics ou si tu prends certaines même séries animées de super-héros, tu vois d'autres aspects des personnages qui donnent de la profondeur à ces personnages. Tu vois jamais ces aspects dans les films. Oui, parce qu'on traite toujours la même période, le même moment, enfin, il y a, voilà. Les origin story, j'en peux plus, en fait. Ah, mais c'est ça, Oui, ça aussi, oui. c'est bon, passons à autre chose. Rentrez C'est dans ça. le sujet. Faites-nous une fin, en fait. Bah, C'est tiens, c'est comme si tu faisais un jeu de rôle où t'as jamais de fin, quoi. C'est Ça, bien. dans le Superman, ils ont eu une très bonne idée. C'est plus une origin story, il est déjà là depuis, je crois, 7 ans, un truc comme ça. Et il a fait son business, basta. C'est très bien. Tout le monde sait. Va pas me refaire un énième remake de Batman où on va revoir les perles tomber dans l'allée, machin, etc. Non, on l'a tous vu 50 milliards de fois. Ou alors Bon, faites-nous la version avec le Joker, la version un peu trash, là. Où Oui. c'est le Joker qui devient une espèce de Batman vengeur, là j'ai plus l'histoire exacte. Je crois que c'était Ah, oui. Killing Joke, si je me trompe. Killing Ah non, Joke. non, non, c'est Killing le... Joke, c'est l'inverse. Pardon, c'est le Batman Who Laughs, un truc comme ça. Le Killing Joke, je l'ai en bas en BD d'ailleurs. Mm. Comme je disais avant, j'aime pas les super-héros, j'aime pas les trucs de super-héros, mais quand c'est bien écrit, j'aime bien. Mm. Et Killing Joke est extrêmement bien écrit, et du coup, je l'aime Très. bien, donc je l'ai en bas en BD. Mm. J'ai aussi 2-3 de Frank Miller en bas, mais dont un dédicacé. Et donc ouais, c'est assez spécial ma relation avec les comics, mais en l'occurrence, pour moi, Supergirl, c'est de ça. Enfin, à l'apparence, je ne l'ai pas vu comme tu disais, mais pour moi, c'est de la soupe de super-héros comme on voit tous les ans, 10 fois par an, ces 20 dernières années, en fait. Mm. Un peu ce qui m'embête un peu. Et effectivement, on a Poui qui nous disait dans le chat, il y a aussi un petit peu l'avènement des Suicide Squad qui n'a pas aidé. Pareil, où il y a eu du remake de Suicide Squad avec trop de couleurs pour moi, clairement. Voilà, c'est pas une équipe de gentils, la Suicide Squad. Donc voilà, je suis un peu déçu par l'univers d'ici tel qu'il évolue aujourd'hui et par rapport à ce qu'on nous avait proposé, notamment même avec le Batman fait par l'acteur de Twilight, qui moi personnellement m'a énormément plu. Alors, l'acteur, Robert Pattinson, merci. Robert Pattinson, Mon pardon. cerveau qui se souvient. Je dis merci, mais c'était pas la régie, c'est mon cerveau qui se souvient. Robert Pattinson est un excellent acteur. Il a fait énormément de films qui sont très très bons. Exprès pour se sortir de cette image de Twilight, justement. Et il a bien fait d'ailleurs, parce que enfin, moi honnêtement, je le redis, hein, j'ai aucune honte, je vous regarde droit dans les yeux. Le Batman avec Robert Pattinson, je l'ai trouvé exceptionnel. Il est très bon. Et il est très très bon. La photographie est exceptionnelle. Comment elle s'appelle Oui, elle. Zoé Kravitz. Zoé Kravitz, j'allais dire la fille de Kravitz, mais je voulais pas faire la fille de, encore une fois. Zoé Kravitz, je la trouve vraiment très bien dans son rôle, etc. Le jeu est bien, les costumes sont bien, les gadgets sont bien. Et en plus, ils exploitent une partie de Batman qui est très rarement exploitée dans les films, je trouve, c'est le côté détective. Ouais. Oui. Chose qui est pourtant censée être le point de départ de Batman, le plus grand détective du monde, c'était la tagline originale. Et c'est un truc dans quasiment tous les films, c'est totalement ignoré. C'est plus le côté super-héros, justicier, etc. machin. Mais le côté détective manquait beaucoup. Et dans celui de Pattinson, je trouve que c'était bien exploité. Et si je me souviens bien, il y a même un comics où il y a un crossover Batman-Sherlock Holmes. Oui.
Oui, mais Effectivement, le côté polar est vraiment bien, quoi. ça vaut pas le crossover Supernatural Scooby-Doo, mais c'est quand même déjà pas mal. Supernatural Scooby-Doo, c'est over the top, ça c'est trop fort. Ah, il était incroyable. Cet épisode-là, je m'en suis jamais remis. On pourrait faire d'ailleurs tout un épisode que sur Supernatural, tellement cette série est cool. Mmh. Même pour les Ah, vieilles, les premières saisons, et autant que pour les nouvelles. C'est Il y a rigolo parce tellement que de choses à dire. j'aime bien cette série, j'aime bien beaucoup d'acteurs qui sont dans cette série, des acteurs secondaires, mais je ne peux plus la regarder parce que mon ex était tellement à fond sur cette série que maintenant, à chaque fois que je la vois, je me fais mon ex, j'ai plus envie de voir. Le plus grand drame de la vie de ma sœur, c'est quand ils ont enlevé Supernatural de Prime Video. Il Putain. disait, je peux plus baver le matin, je peux plus rien faire. Il n'y C'est a plus Jensen Ackles, c'est pour ça. Mhm, exactement. comment il s'appelle l'acteur que j'adore qui est en Supernatural? Celui qui fait Bobby. Parlez pas de la Euh, mort de Bobby, il y en a qui vont pleurer dans le Non, chat. non, non, Bobby. Trop tard, c'est fait. Mark Shepard. Ah Il est oui, complet. J'adore cet acteur. Crowley, ouais, il est trop bien. il est exceptionnel. Il y a Jeffrey Dean Morgan aussi, putain, dedans, j'avais oublié. Mhm. Ah, il y a plein de visages connus et Ouais. qui étaient déjà connus à l'époque. Hein, mais il y a Ah ben, plein de- Crowley. Moi, Mark Et- Shepard, je m'en souviens de Firefly, en fait, à la base. Et également Felicia Day, à qui on doit Critical Role, du coup. Felicia Day, qui est la geek de base, qui est là. La maman des geeks, elle est souvent Ouais. appelée, ouais. Ouais. Elle est super marrante. D'ailleurs, en ce moment, je crois qu'elle fait une campagne de financement pour un film de sa web-série originale, The Guild. Ah Oui. bah, écoute, ce sera l'occasion d'en parler la semaine The prochaine. Guild, j'avais regardé. Oh, on devient vieux là, attends, j'ai des cheveux de poil C'est blanc. nous avant l'heure, tu vois. Qu'est-ce qu'il disait tout à l'heure? Ouais, les 86, ouais, les 85. Ouais, d'accord. Allez, moi, je reste avec mes 90, je suis très bien. Qu'est-ce que tu racontes, petit con, hein. Allez, on enchaîne et on va parler du célèbre hors-la-loi qui fait son grand retour au cinéma avec, on l'appelait, Robin des Bois, réalisé par Michael Sarnowski. Le film propose une relecture plus sombre de la légende en suivant un Robin des Bois vieillissant, hanté par son passé et en quête de rédemption après avoir été laissé pour mort. Porté par Hugh Jackman et Jodie Comer, ce nouveau récit mêle aventure, action et drame. Loin de l'image du héros insouciant popularisé par les adaptations précédentes, On l'appelait Robin des Bois adopte un ton plus mature et intimiste. Une proposition ambitieuse qui pourrait offrir une nouvelle vision de l'une des figures les plus emblématiques du folklore anglais. Moi, personnellement, je pense que celui-là, c'est sûr et certain, je vais le voir. Ça battra pas le film ultime de Robin des Bois, qui est bien sûr Sacré Robin des Bois. Oui. Alors, moi, j'ai un truc où dernièrement, enfin, je sais pas si c'est une impression, il y a eu beaucoup de films qui ont voulu faire une version plus dark des choses. Mm. Et je commence à avoir une fatigue de ça, mais je pense que je voudrais quand même le voir parce que déjà, les acteurs sont bons Oui. et que ça peut être très bon. Même si ça peut être un truc qui est un peu hype du moment de refaire un truc version dark, mais ça peut être très bien aussi, quoi. Ça veut pas dire. Bah, je pense qu'ils auraient pu refaire la même histoire que d'habitude, mais en dark. Et là, c'est pas le cas. Ils font une histoire de fin de vie de Robin des Bois. Ouais, ça, c'est vrai. Donc c'est autre chose. Je pense qu'il C'est faut le séquel. voir sur un autre. Voilà. C'est le ça, Logan. Le Logan. Ça. Logan de Robin des Bois, Et effectivement. Et encore, même dans Logan, en fait, ils avaient vraiment fait le Hugh Jackman toujours aussi baraqué, toujours aussi frais, etc. Le fait que là, ils assument totalement le côté vieillissant, fin de vie du gars, je pense que ça peut être intéressant, ne serait-ce que pour voir un petit peu ce qu'il est capable de sortir, Hugh Jackman. Comment Il est dire. bon, Hugh Jackman. Il est très bon dans ce qu'il fait, c'est juste que comme il a été récemment assez cantonné un peu à ses rôles type Wolverine, etc., faut qu'il revienne un petit peu à ce qu'il est capable de sortir, comme à l'époque du Prestige ou des trucs comme ça, tu vois. Et le Prestige, très bon film. Mhm. Donc ouais, je suis assez curieux de celui-là, j'avoue. Et puis Jodie Comer, c'est vrai qu'elle a... Cette actrice, elle a un capital sympathie, je trouve, qui est assez fou. Elle respire la bonté, en fait. Oui, en Le fait. visage est. Alors que paradoxalement, je l'ai connue dans une série où elle faisait une serial killer Oui, mais gentille. mais malgré ça, elle était super attachante. T'es trop attachant pour serial killer. Mais exactement, voilà. Allez, tue-moi, je t'autorise. Tue-moi, je t'en veux pas, c'est toi. En tout cas, la photographie du film est vraiment très très sympa. Moi, j'adore. Ça fait un peu presque dark fantasy, j'allais dire, mais pas dark fantasy, dark médiéval. Alors, ouais, dis-moi. Bowie, elle a raison. Les moutons détectives. Ah oui, Oui, oui. Par contre, les moutons détectives sur Netflix, je veux le voir. Ah oui, il est C'est- incroyable. Il a aucune raison d'être aussi bon qu'il est. c'est Ok. ça. Ah, de toute façon, de faire parler des moutons, déjà, c'était une bonne idée. Déjà, c'est un bon départ.
Je veux dire, Sean le mouton. Enfin, Oui. voilà, je ne citerai que lui. Ah. Bon, excuse-moi, tu voulais passer à la suite peut-être? Ah non, non, moi, on peut rester sur les moutons. Hugh Jackman, ça me va. Aucun Ah, il y a un problème truc, je veux avec savoir ça. d'ailleurs, c'est un truc, c'est un sondage qu'on va faire, qu'on a les gens. On parlait de Félicia Day tout à l'heure. Oui, je sais, je reviens en arrière. Mhm. Qui en France a vu Dr. Horrible? Non. Ah non, tiens. Dr. Horrible Singalong Blog. C'est, je pense, c'est une de mes pièces de médias préférées, avec Nathan Fillon, Félicia Day dedans et Neil Patrick Harris. Ah, que des bons déjà. Et c'est fait par Joss Whedon. Ok. Et c'est 3 épisodes de 30 minutes chaque épisode, un truc du genre. Et ils l'ont fait pendant la grève des scénaristes. Oh, Et en fait, ils n'avaient rien à faire, les Joss Whedon, ils se sont tapés un délire et c'était un blog internet à la base. Et ça se trouve facilement et c'est excellent. C'est un musical. Donc, tu as Nathan Fillon qui chante, ce qui est assez moche, mais tu as Nathan Fillon qui chante dedans. Et c'est excellent. C'est vraiment excellent. Et c'est 3 épisodes. Et les 3 acteurs principaux, comme je dis, c'est Neil Patrick Harris, Félicia Day, Nathan Fillon. Et même, tu as même des petits caméos de personnes. Comme par exemple, tu as le mec qui fait le Howard dans The Big Bang Theory qui est là aussi, au milieu. Tu vois, donc c'est. en même temps, même s'il chante moche, Nathan Fillon, il pourrait faire du macramé que je le regarderais faire quand même en fait. C'est ça. Personnellement, c'est avec Alan Tudyk que je pense que les deux Oui. ensemble, c'est. Ah oui. Ben, je suis en train de me refaire les Resident Alien en ce moment. Hmm. Et il déchire Alan Tudyk. Il est trop fort. Ce mec est incroyable sur tous les fronts. Dans tout ce qu'il fait, il est génial. Je sais si tu avais vu Conman qu'il a fait aussi. Oui, 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 oui. Ah, oui. c'est énorme, Conman. Alors, Joss Whedon, ça dépend. Il a des hits et des miss, en fait. Hmm. L'email, bon. Bref, c'était juste pour un petit aparté, pour voir si des gens connaissaient ça. Et en effet, on en parlait la dernière fois, quasiment 0 francophone n'a vu Dr. Horrible. Et si vous avez l'occasion de le voir en VO, parce qu'il y a les chansons qui sont en VO, je pense pas que c'est traduit du tout, ben, n'hésitez pas. D'autant que s'il s'agit de pousser la chansonnette, Neil Patrick Harris, il se débrouille. Hein. Oui, et les chansons sont excellentes, l'histoire est cool. Et comme je dis, c'est pas long, ça vous prend une soirée, quoi. C'est comme ça se regarde comme un bon film. Ok. Voilà. C'était une petite pub pour un truc qui a déjà plein d'argent et qui s'en fout de ma vie. Mais voilà. Bah écoute, si ça vaut le coup de le voir, il faut le dire. T'as bien Ouais, ça raison vaut de le vraiment faire. le coup. Eh bien, écoutez, on enchaîne et ça c'est pour toi dans le chat qui me regarde et je sais que tu te reconnaîtras. Les rues de Night City s'apprêtent à reprendre vie, avec Cyberpunk ça. Edge Runners 2, dont la diffusion est désormais prévue à l'automne 2026 sur Netflix. Cette nouvelle saison, abandonnera les personnages de David Martinez pour raconter une histoire totalement inédite portée par un nouveau groupe d'Edge Runners confronté au danger d'une ville toujours plus violente et impitoyable. Toujours produite par les studios Trigger, en collaboration avec CD Projekt Red, cette suite promet de conserver l'animation spectaculaire et le ton sombre qui ont fait le succès de la première saison. Les premiers visuels dévoilés ces derniers jours confirment un casting inédit et une nouvelle plongée dans l'univers brutal de Cyberpunk 2077. Alors déjà, je veux dire que Studio Trigger, il porte très bien leur nom parce qu'à chaque fois que j'écoute la BO de la saison 1 de Edge Runner, je suis Trigger. Je suis en PLS total. Alors, en plus, c'est, si je dis pas de bêtises, Franz Ferdinand, je crois, la BO d'entrée. Ah, il me c'est semble. possible ça, ouais. Hop, je revérifie, mais il me semble bien, je veux pas dire de bêtises. Franz Ferdinand, ouais, c'est ça. Hop, Edge Runner. Ouais, c'est ça. Donc Franz Ferdinand avec This Fire. Voilà, je retrouvais pas le nom de la chanson. Moi, personnellement, Franz Ferdinand, quand ils sont sortis, le groupe, donc il y a un moment maintenant, parce que je suis plus tout jeune non plus, c'est un truc que j'ai adoré. L'espèce de gratte un petit peu qui frappe et tout là. C'est vraiment un groupe que j'ai vraiment adoré. Et j'ai reconnu, je crois, de suite, quand j'ai entendu le générique, le groupe, et je me suis dit, mais c'est un truc que je t'ai écouté quand j'étais gamin. Donc déjà, ça m'a eu rien qu'avec ça. Mais en plus, l'univers, laisse tomber. Alors, moi, il y a un truc, c'est que j'aime pas le cyberpunk. C'est un univers qui m'apparaît. Oui, j'aime rien, je sais. C'est un univers qui m'attire pas vraiment. Mais j'ai vu la première saison de Cyberpunk Edge Runner, j'avais beaucoup aimé. Et j'aime beaucoup le fait qu'il fasse la saison 2 avec d'autres personnages, genre comme une anthologie, en fait, en gros, les différentes versions de Night City avec d'autres histoires. J'aime beaucoup le fait qu'ils ne reprennent pas la suite des premiers personnages pour appeler aux mecs qui ont été fans de tout ça, etc. Voilà, et du coup, je sais que je vais le regarder. De toute façon, j'ai Netflix, c'est une production Netflix, et donc je vais le regarder. Ça, c'est clair. Ce qui est horrible en fait avec cette série-là, c'est que je pense qu'ils vont faire exactement pareil dans la saison 2. C'est que
tu sais que dans cet environnement-là, ça peut pas bien finir. Ah, que la fin va être joyeuse, oui. Ça ne peut pas bien finir. Mais ils te font des personnages où tu as envie que ça se passe tellement bien pour eux, tu as envie de faire: «Non mais viens, on te fait un câlin, tout ira Alors, bien». alors moi, le héros de la première, je le supportais pas. Alors Et moi non plus, moi c'est j'adorais le personnage à Rebecca. côté. Ah Rebecca, je ouais, me suis jamais remis là, attends. Rebecca, mais elle va bien, Rebecca, il s'est rien passé. Oui voilà, il s'est absolument rien passé, c'est pas comme si on avait encore la trace par terre dans le jeu vidéo, tu sais? Ils l'ont fait, hein. On peut trouver Oui. le Ouais, c'est fusil de vrai. Rebecca dans le jeu Ah oui, vidéo, ouais. l'easter egg, ouais, il y est à l'intérieur et Ils ont d'ailleurs, fait Ah, quand beaucoup tu de vas au références, cimetière, il y a tous les tombes, les pierres tombales avec les messages pour chaque personnage. et je crois qu'il y a même des cocktails qui ont été rajoutés au bar, avec les Oui, noms des, il y a le David il y Martinez a au c'est bar. ça. Ouais. Donc D'accord, ouais, voilà, j'ai jamais joué au je jeu, donc je suis assez, ouais, j'attends avec impatience ce truc-là, je pense que ça va être assez sympa. j'aime quand les personnages meurent. Mmh. Bah, je crois qu'ils l'ont compris depuis Game of Thrones qu'il fallait faire mourir les personnages qu'on aime. Ben, le problème, c'est qu'en fait, s'il y a pas de s'il y a rien s'il y a rien qui meurt, si on sent que les personnages sont pas en danger, en fait, on n'est pas impliqué dans l'histoire. C'est ça. Dès que tu sais que ton personnage, il a une armure en scénarium, en fait, ben, tu pas C'est engagé ça. dans le danger, tu pas de tension. C'est un truc dont on parlait avec le One Piece la dernière fois, qui est assez rigolo. C'est bon, c'est un manga, c'est un peu différent. Il n'y a jamais personne qui meurt quasiment dans beaucoup de mangas pour ados. Ou Mais jamais définitivement. en fait, on sait que non seulement il y a un personnage dans One Piece il n'y a pas le scénarium, il a le famarium. La Mmh. femme de Oda lui a dit: Je te quitte si tu tues ce personnage. Ah, souvent, c'est Ah une oui, armure beaucoup plus résistante. c'est pire, ouais. Donc, c'est Trafalgar Law, qui est un des nouveaux pirates pour ceux qui suivent One Piece et tout, qui est un mec avec un chapeau, pour ceux qui suivent One Piece. Et ben, Trafalgar Law, la femme d'Oda, elle est tellement fan qu'elle lui a dit: Si tu le tues, moi je te quitte. C'est. À une époque, tu avais, George R.R. Martin, en fait, qui se baladait en convention avec un petit panneau qui disait, «À chaque fois que vous me demandez, quand sort le prochain bouquin, je tue un Stark». Ouais, mais il en a plus beaucoup à tuer là, mais non. Non, non, là, il reste plus grand-chose, là. Ça va vite se finir, hein. Mmh. Mais je pense qu'il sait un truc par contre. La euh, différence du bouquin qui finira jamais. Je ne dirai jamais parce que moi je suis sûr qu'il a fini le bouquin et qu'il Mmh. va le sortir à titre posthume pour pas avoir les réactions des fans. C'est très possible, oui. Et Ah, je sais par que, contre, il n'aura pas la thune des femmes non plus, c'est ça qui est dommage. mais je sais, en même temps, je pense qu'il s'en fout un peu à ce niveau-là. Oui, oui. Mais mais je pense que dans tout cas, dans Game of Thrones, ce qui est sûr, c'est que s'il tue Arya ou Tyrion, Mmh, il perd il perd la moitié des lecteurs. Hein. clairement. Eh bien, écoutez, on parlait tout à l'heure des Marvel, on parlait des DC, et on va retourner, du moins on va passer à l'info suivante, et les mutants de Marvel qui font leur grand retour avec la saison 2 de X-Men 97, disponible dès le 1er juillet sur Disney+. Avec une première saison saluée par la critique, cette nouvelle salve de 9 épisodes reprend l'histoire des X-Men, désormais dispersés à travers différentes époques, tandis qu'une nouvelle menace incarnée par Apocalypse plane sur le monde. Les 3 derniers épisodes seront disponibles dès le lancement. Toujours fidèle à l'esprit de la série culte des années 90, X-Men 97 promet un mélange d'action, de drame et de nostalgie, en poursuivant l'évolution de ses personnages emblématiques. Une sortie très attendue qui confirme le retour en force des mutants dans l'univers Marvel. Et on l'a compris hein, avec les derniers Marvel, qu'il va y avoir des crossovers X-Men Marvel forcément qui vont pas tarder à popper. Je crois que le mot-clé dans tout ce qu'ils ont décrit, c'est nostalgie, en fait. C'est-à-dire que toute la série, elle respire la nostalgie des années 90, quoi. Oui. Que ce soit dans l'esthétique, dans la façon tu sais, le côté un petit peu péchu, etc. Ça, franchement, ça m'a plu plus que je pensais, alors que les X-Men, sincèrement, c'est pas du tout l'écurie Marvel qui me plaît le plus. Et pourtant, je trouvais que ça passait très très bien, en vrai. Moi, c'est un super-héros, donc je m'en fous. En fait, c'est même pas que peut-être que je regarderai, ça me plairait, mais en fait, j'ai une grosse fatigue de tout ce qui est super-héros, donc je cherche même pas à regarder de nouveau. J'ai d'autres choses à regarder, j'ai pas 48 heures par jour, donc je regarde autre chose. De toute façon, les seuls super-héros qui valent le coup, c'est dans Outgun Super-Héros. Yeah. Ça, on a pu me cacher là aussi. En tout cas, ce qui est rigolo, parce que je recherchais, j'ai eu une news aujourd'hui, alors pour rester dans le X-Men, mais aussi parler de Marvel et de DC. Il y a un truc là qui tourne en ce moment, je n'ai pas très bien compris les théories sur Internet, comme quoi Storm, donc j'essaie de retrouver son Alberi. nom en français. Alberi.
Non, mais son nom autre que Storm, c'est Tempête? Tempête. Non, pas Tempête, Tornade, pardon. J'en Tornado. sais rien, moi. Voilà. Mm. Il y a un truc comme quoi elle est censée passer de Marvel à DC. Les gars, les Bien X-Men, sûr. ça a Pardon. toujours été à cheval sur les deux. Il n'y a jamais eu de machin. C'est normalement Marvel, Mhm. mais ça a toujours été les crossovers de l'un sur l'autre. Donc il n'y a pas de passage des uns des autres. Voilà, il y a une connexion qui est faite naturellement, généralement par les X-Men. D'ailleurs, on ne sait pas pourquoi, il y a toujours ce truc entre les deux. Voilà. Il y a même eu des crossovers avec des Spider-Man qui allaient dans le monde de DC. Voilà. Mais Spider-Man, de toute façon, on n'est ni Marvel ni DC, donc Non, donc voilà, vous nous apprenez Dark, rien. Je veux dire. Dark Horse, bien mieux que tous les deux. Voilà. d'accord, je connais. Donc voilà, juste petite parenthèse sur Tornade, vous nous apprenez rien les gars sur ça. Voilà. Mais effectivement, je suis assez d'accord avec toi, le côté nostalgie sur X-Men 97, clairement, on retrouve les vieux dessins animés des années 90 et ça fait du bien dans la direction artistique, dans le visuel, dans la photographie. Eh bien écoutez, si on est bon avec la partie cinéma et série, on va pouvoir passer à vous deux et on va pouvoir un peu parler de vos actualités. Et donc, on est sur l'actu des invités. Et effectivement, par politesse, Gus t'a laissé l'honneur. Donc, vas-y, Toum, c'est toi qui commence. Ah, Eh ben, je écoute, m'incline devant Gus et sa magnanimité, j'apprécie beaucoup. C'est juste que je pense que les viewers d'ici sont fatigués d'écouter ce que je fais. c'est bien, on va laisser un bel espace à Wazitoum, du coup, et Gus, tu nous feras un truc light J'ai pour résumé, nous parler ouais. de ce que tu fais. Eh bien, écoute, Wazitoum, parle-nous un petit peu de ton actu, des choses qui sont prévues. Je crois que tu me parlais de tournage tout à l'heure, que tu as en... Ouais, il y a pas mal de trucs un peu en cours, en fait. C'est-à-dire que là, déjà, il y a quelques mois, en fait, on a. Au départ, donc j'avais ma chaîne YouTube et Twitch Wazitoum, et au final, on a rassemblé en fait deux chaînes en même temps parce qu'avec le MJ du Graal des Jeux, on se rendait compte qu'on faisait un petit peu la même chose en termes de ce qu'on proposait en termes de JDR, et c'était un petit peu dommage d'avoir une commu un peu commune mais scindée. Au final, on a tout rassemblé, ce qui fait que maintenant, on est la chaîne Trouver Objet Caché. Bon, la référence à Cthulhu, pour ceux qui connaissent, vous la voyez très rapidement. Dans les grandes lignes, en ce moment, on a surtout deux campagnes en cours. On a d'ailleurs toutes les deux thématisées Cthulhu. C'est un hasard absolu, je vous promets. L'une d'entre elles animée par donc Shrimpy, qui est le Sutra des Feuilles Pâles, qui est en fait une campagne de Cthulhu V7 temps moderne, enfin années 80 au Japon, sur la trace du roi en jaune. Et de mon côté, section 13, des copains des 12 singes, bonjour les 12 singes, où en fait c'est du Cthulhuac dans les années 20 avec thématique agent secret, pour le coup, où on joue en fait des espions. Je crois que t'aimes bien les années 20 Toulouse. Ouais. Bah, c'est comment dire, c'est ce que je connais le plus, on va dire, mais c'est vrai que j'enchaîne surtout beaucoup aussi les autres systèmes pour essayer de faire découvrir un peu d'autres jeux. Je partage souvent mon amour immodéré pour Triangle Agency et pour toute l'écurie de chez Too Little Mice, type Outgunned, Household et compagnie, ou Twilight Sword pour ceux qui connaissent. Hein. Je crois qu'il y en a 2-3 qui connaissent par ici. Mais voilà, en gros, c'est les deux campagnes qui sont actuellement en cours. Là, j'attends de finir une des campagnes sur l'ancienne chaîne pour enchaîner sur une campagne de Daggerheart, pour le coup, où en fait, je vais faire une espèce de petite chimère, une petite ignominie, où je vais prendre un scénario de Donjons et Dragons, mais que je ferai avec Daggerheart, parce que je veux plus entendre parler de Donjons et Dragons, tout simplement. Et voilà, donc, et avec ça, pas mal de petits one-shots. Récemment, on a fait du Hotgun Adventure, on a fait du Blade Runner, prochainement le Cabinet des Murmures. Enfin voilà, de quoi s'occuper énormément, quoi. Oh là, j'ai l'impression que je t'ai choqué sur le Cabinet des Alors, Murmures. excuse-moi, je t'écoutais, mais c'est juste que quelqu'un vient de m'envoyer un message. Je peux plus tard, vas-y, continue. Donc ça, c'est voilà, les grosses actualités, on va dire, au niveau de la chaîne Trouver Objet Caché. Après, moi, en parallèle, j'ai rejoint il n'y a pas très longtemps, en fait, le casting d'une web-série rôliste qui s'appelle Chronique Roleplay, où c'est basé sur le JDR Innominé Satanis. Oh, INS, c'est cool ça. Et ils avaient fait du coup une saison 1 où ils s'étaient bien amusés, etc. Et là, il y a eu un peu un changement de casting et plein de choses, etc. Ce qui fait que je fais partie des acteurs de la saison 2, on a commencé le tournage la semaine dernière.
et je recommence demain à 6 heures du matin. Pardon. Donc ça aussi, gros projet sympa, Chronic Roleplay à regarder, c'est vraiment bon enfant, tu vois? On se prend pas au sérieux, mais on fait ça sérieusement. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu la nuance. C'est Donc cool. voilà, hop. Il y a l'SLV, j'en avais pas mal fait en convention et j'avais adoré ça. Bah, voilà, bah, là, on essaie de retrouver un petit peu cette atmosphère, le côté un petit peu décalé, un petit peu débile, Ouais. avec notamment le fait que dans la web série, tu as justement le côté, heu, la majorité de l'histoire se passe, en fait, dans le jeu, mais avec des petits plans séquences où, en fait, on est autour de la table en train de s'engueuler avec la MJ, quoi. C'est, le petit côté mise en abîme, c'est quelque chose qui plaît bien à la réal, donc Mélanie, si tu nous entends, super projet, merci de m'avoir accepté. Eh bah, merci à toi. J'ai mis, tes réseaux, alors ton réseau principal puisque c'est YouTube, si je dis pas de bêtises, pour C'est toi? ça. En fait, on a un petit peu, mis Twitch de côté, je t'avoue, parce que la grande majorité des JDR qu'on fait, ces temps-ci, c'est des JDR, on a envie de rester un peu dans l'histoire, on a envie d'être un petit peu, immergé dedans et c'est vrai que les interactions avec le chat, toutes sympathiques qu'elles soient, ont tendance à faire sortir un petit peu de ça et à faire une expérience moindre, autant pour les joueurs que pour les viewers. Donc on a gardé une chaîne Twitch, Trouver Objet Caché pour pas la nommer, mais où on fera surtout des one shots un petit peu plus soit plus légers, soit qui ont plus tendance à impliquer la communauté pour qu'ils puissent peut-être influencer le scénario ou ce genre de choses, tu vois? Mais OK. sur des JDR qui sont un petit peu plus narratifs ou un petit peu plus exigeants, on restera plutôt sur le format YouTube, quoi. OK, et j'ai mis aussi donc pour ceux qui sont intéressés, allez voir et allez, vous abonner, allez suivre. Je vous ai mis l'Instagram de Trouver Objet Caché. Du coup, comme ça, On va vous chercher. pourrez, voir ce qu'ils font et puis vous pourrez suivre l'aventure avec eux. Ah bah tiens, mon pote de Genève, on parlait tout à l'heure, vous suit, trouve objet caché. Ah bah Bah, voilà, voilà. bah comme quoi tu as des bons potes, hein. C'est ouais, pour le format court, alors j'en fais pas aussi souvent que j'aimerais, mais dès qu'il y a un truc qui m'attire un petit peu l'œil ou bah, que je sors de trucs comme, Octogone ou ce genre de choses, voilà, s'il y a quelque chose qui m'a un petit peu attiré l'œil, un jeu un petit peu particulier ou dont j'ai vraiment envie de parler, là, par exemple, dans, quelques semaines, il va y avoir le festival, Clans. Clans sort le grand jeu, dans le sud de la France et où je vais volontairement animer 3 jeux que je trouve originaux et intéressants. C'est The Heist de chez Entremonde, où c'est Ouais. un jeu de cambriolage en fait avec, des cartes à jouer au lieu de dés. On en a parlé, je crois, sur le 18-20 il y a quelques mois. C'est ça, Ten Candles qui est, un de mes jeux immersifs, favoris en fait, où c'est un jeu qui se joue dans le noir complet illuminé de 10 bougies. C'est un jeu d'horreur Oh, tragique et c'est dans le sens où tout le monde va mourir, mais la question c'est comment? Et Détroit, qui est en fait un jeu d'enquête policière très ancré dans la réalité, mais qui se joue avec une tour de Jenga. Encore une OK. fois, des 12 singes. et encore une fois, système original, du coup. Système super original, j'avais connu que dans un seul jeu, c'était Dread, qui était un jeu d'horreur et il était beaucoup plus punitif aussi. Mais là, cette mécanique de Jenga, sincèrement, c'est un truc à essayer au moins une fois parce que, la tension narrative qu'il y a avec ça, elle est exceptionnelle, vraiment. Elle suit l'évolution qui est censée y avoir, la tension d'histoire, tu vois ce que je veux dire? C'est Ça, vraiment, fascinant. ça me donne envie d'essayer, je dois dire. Donc Voilà. voilà un petit peu tout ce qui se passe, je n'aime pas m'ennuyer, en gros. Bah, on voit ça et ça fait plaisir. Vous avez beaucoup de supports du coup vidéo sur ta chaîne directement. Mmh. Je vous ai mis donc je vous le disais la page Instagram. Voilà, n'hésitez pas à aller les suivre, c'est, très cool ce qu'ils font. Moi j'ai, commencé à regarder les vidéos sur YouTube, pour avoir un petit peu le ton de ce que tu fais, j'aime beaucoup ton mastering. Je te cache pas que si à un moment tu as un petit moment, et que tu as une petite place, je suis assez, friand de venir faire une partie avec vous. Ça peut s'arranger. Voilà. Salaud! Oui, prends ma place, salaud! Si tu es gentil, il y aura de la place pour toi aussi. Ouais! Et exprès pour toi parce que je sais que tu aimes bien la thématique, je ferai du super-héros. Rigole que j'avais joué, il y a un jeu où tu joues des super-héros mexicains. Ah! Euh, et j'avais joué en convention et on avait fait des trucs tellement débiles que le MJ il a abandonné au bout de 3 heures. Alors attends, non, j'ai le jeu parfait. Je suis désolé, je suis obligé de le plug celui-là parce que je le trouve incroyable. Voilà, vas-y. Il y a un jeu qui s'appelle Sentai and Sensibilities. Ah oui, mais c'est Sentai. Ce jeu mélange Orgueil et Préjugés avec les Power Rangers. Trop bien. C'est des Power Rangers victoriens. C'est absolument incroyable. Regardez la cover sur internet, vous n'allez pas vous en remettre. Ce jeu est exceptionnel. Voilà, je vous en dis pas plus, c'est très très drôle. Bah, écoutez, écoute, tu peux mettre le lien dans le chat si tu veux, comme ça les gens Alors, pourront il aller faut faire aller gaffe voir. Ça marche. parce qu'il y a un autre truc qui s'appelle Saint and Sensibility et c'est un manga gay.
Oui, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose, ouais, déjà, en termes de vibe, c'est... Attends, tiens, je vais le mettre dans le chat, comme ça vous voyez un peu la tête que ça a. Ah, je l'ai là, Sentai Sensibility, ok. Il est fabuleux. Et je sais pas d'autres mots. Ah oui, d'accord, la charte graphique, ok, oui, je vois, ok, ouais. ok. Mais c'est ce que je dis très très souvent aux gens à qui j'ai envie de faire découvrir le jeu de rôle, c'est que quelle que soit la thématique qui te plaît, il existe un jeu de rôle pour ça. Oui. Il y a Peu quelque- importe la thématique, tu vas en trouver un. Et puis au pire, tu appliques un système existant qui tu Mais sens c'est de bien ça. coller et tu fais ton. C'est ça, moi, le jeu le plus improbable que je fais souvent jouer, c'est Crash Panda, par exemple. Oui. C'est, voilà, des ratons laveurs qui font des courses de voiture, c'est super drôle. C'est fun, ouais. Et puis pareillement, d'ailleurs, je te le propose, hein, mais si tu veux venir un de ces 4 jouer ou masteriser chez nous, c'est avec grand plaisir aussi qu'on t'accueille. Hein. Bah, écoute, si à la place et que mon emploi du temps me pardonne, avec joie. Eh ben écoute, merci Wazitou. On Merci va à vous. passer à toi, Gus de Blood, et on va parler, comme depuis 2 ou 3 semaines, de tes projets, Mes voilà, projets, qu'on ouais. qu'on adore ici au cercle. Bah écoute, je te laisse en parler, t'en parleras sûrement mieux que moi. Alors, ce qu'il y a de nouveau depuis la dernière fois, il n'y a pas grand-chose, sinon le fait que je continue les illustrations comme celles que vous voyez là. C'est la dernière que j'ai faite, c'est la 18e, il m'en reste que 26 à faire. Je ne panique pas, ok. C'est pour le livre pour enfants que je fais du coup, qui se déroule dans l'univers de Rogerol. Ben, plus que Voisitou ne me connaît pas, du coup, du coup, au moins pour lui, ça va être intéressant. En gros, donc j'ai mon jeu de rôle, j'ai un jeu de rôle que j'ai créé qui est Medieval Fantastic, ce que tu n'aimes pas toi d'ailleurs trop, je crois, Voisitou, c'est ça? J'en fais rarement. Disons fais que rarement. j'étais un peu, on va dire, dégoûté du Medfan à cause de D&D, et je reprends un peu contact depuis Daggerheart. D'accord. Ben, en fait, moi, c'est un jeu de rôle médiéval fantastique avec un monde assez classique. Il y a un petit peu un aspect, je dirais pas loufoque, mais un peu comique dedans, un peu décalé dedans. Mhm. Et j'ai écrit comme ce jeu de rôle, je le développe depuis une vingtaine d'années. J'ai écrit 2 romans aussi, d'ailleurs. Les romans sont toujours disponibles. Et il y a peut-être. Et là, j'ai enfin pris contact avec un vrai imprimeur pour avoir une 2e édition imprimée des 2 romans qui sont derrière moi, autour de la vache. Et du coup, il va sûrement y avoir des nouvelles éditions des romans imprimés. Parce que pour l'instant, ils sont très limités. Et il en reste 6 de chaque. Donc, c'est très limité. Et j'ai écrit 2 romans donc, qui se passent dans cet univers. Et je suis en phase d'en écrire 8 autres. Sachant qu'en fait, ce sera en 10 romans au final. Mais c'est 10 romans qui forment une histoire où il y a un fil rouge. Mais tu peux lire tous les romans indépendamment les uns des autres sans que ça te choque. Le fil rouge est secondaire dans chaque histoire. La trame principale du roman se finit à la fin du roman. Et en fait, j'ai écrit le 1, le 2, le 7 et le 8. Parce que sinon, c'est pas drôle. Parce que je connais déjà toute l'histoire et en fait, je les écris pas dans l'ordre. Et donc là, je me suis dit, je vais enfin écrire le 3 quand même. Et en attendant, je travaille surtout dernièrement sur le livre de Yuki qui se déroule dans mon univers. Et comme tu l'as entendu tout à l'heure, je garde des enfants et je transporte des enfants. Ben, en fait, ils me demandaient tout le temps ce que je faisais et je leur ai dit un jour, j'aurais expliqué ce que je faisais, le jeu de rôle, les machins. Ils m'ont dit, mais tes livres, c'est pour enfants. Je fais, non, ton jeu de rôle, c'est pour enfants. Je fais, des enfants peuvent y jouer, mais pas vraiment. Ils m'ont dit, tu fais rien pour les enfants alors. Alors, du coup, j'ai commencé à faire un livre pour enfants pour eux. Puis en plus, faire dans l'ordre, c'est has-been. Hein. Regarde, George Lucas, ça lui a réussi de commencer par le 4. Hein. Ouais, donc en fait, le truc, c'est que le 7e et le 8e livre se déroulent pas forcément à la même époque que les autres livres et en fait, ils spoilent l'histoire. Donc c'est pour ça que je me suis dit, il faudra que les gens les lisent après. Pour qu'au lieu de spoiler l'histoire, ils t'apporteront des réponses à des questions que tu te poses. Ce sera plus intéressant. Et en fait, le truc, c'est qu'au début, je voulais éventuellement dire l'histoire dans un autre ordre ou dire ça. Un truc. Mais oui, mais de toute façon, c'est une trame narrative assez utilisée dernièrement, de montrer une histoire et d'un coup de montrer ce qui s'est passé avant pour te faire comprendre ce qui se passe dans l'histoire. Même si chez George Lucas, c'était improvisé. Bah, il y avait une série qui en avait fait son concept, Kaleidoscope, sur Netflix, où en fait, tu pouvais prendre les épisodes dans l'ordre que tu voulais, tu comprenais quand même l'histoire. C'est juste que selon l'ordre que tu prenais, tu avais une expérience différente. Ouais. Je l'avais pas regardé, mais j'avais entendu parler. Et voilà. Et sinon, ça, je continue cet été. Pour l'instant, le prochain salon où je serai, c'est fin juillet, et je sais plus où c'est. C'est dans la région lyonnaise, de toute façon, enfin dans la région entre Lyon et Grenoble. Et c'est un petit salon de village, donc je pense pas que des gens se déplacent pour ça, parce que le salon, on va peut-être avoir 20 auteurs locaux et c'est tout. C'est juste des trucs. Et par contre, si vous voulez des illustrations aussi, j'ai plein d'illustrations à vendre.
Et elles sont pas chères du tout. Pour 10 000 €, vous en avez une. C'est une affaire. C'est la- Non, mais c'est. Ouais. Et je sais pas si tu as parlé la fois, mais je me suis fourni une imprimante professionnelle aussi pour pouvoir faire imprimer des illustrations, mais bien, moi-même. Ce qui fait que je n'ai plus d'argent du tout et que donc, si vous voulez me donner de l'argent, c'est bien. Et la dernière news, je stream juste après ça. Si vous n'aimez pas un livre dont vous êtes le héros, mais je pense que vous allez rester ici parce que vous allez suivre la suite d'aventure de Beria, qui nous entend derrière. Oui. Je remets d'ailleurs ton Patreon dans le chat pour ceux qui ne l'ont pas vu. Voilà, essayez de profiter, soutenez un créateur. Et encore mieux, il y a ton link. Voilà, allez regarder les chroniques de Reaper, allez regarder ce qu'il fait. Moi, personnellement, j'adore. Voilà. Eh bien, écoutez, merci, messieurs. On va enchaîner du coup sur l'actu du Cercle de l'Aube. Et pour l'actu du Cercle de l'Aube, merci Gus qui a commencé déjà à teaser la suite du programme. Tant mieux, ça me fait gagner du temps. On aura donc à 20h, ou peut-être même un petit peu avant, vu qu'on est sur la fin, le Cercle dont vous êtes le héros, avec Beria. Du coup, Beria qui va continuer l'aventure que vous avez attaquée il y a 15 jours. Donc là, on est sur des peuples aztèques, je crois, si je dis pas de bêtises. Voilà, votre frère est mort. Donc il va falloir découvrir pourquoi il est mort et suivre toute l'aventure comme d'habitude. N'oubliez pas, c'est vous dans ce jeu-là qui êtes les joueurs et qui êtes les aventuriers. Donc on a besoin de vous, on a besoin que vous restiez et que vous guidiez Beria pour pouvoir avancer dans les dédales potentiellement de souterrains, dans la forêt, etc. À vous de voir comment vous allez vous diriger. Et on enchaîne ensuite entre 20h45 et 21h le démarrage du Quick Start Twilight Sword, la deuxième édition, puisqu'on a déjà fait une première aventure. Et vous allez retrouver Groby au mastering, qui sera accompagné de Mystifia, Beria Beres à nouveau, Yume Kazu et Bender Benichou. Et ça, ce sera donc à 20h45, 21h. Restez avec nous jusqu'au bout de la nuit, j'ai envie de dire. Voilà, on fait tirer les programmes. Vous savez, maintenant, c'est un petit peu le credo de la chaîne. On vous fait 2-3 programmes à l'affilée pour pouvoir vous tenir au maximum et puis vous donner un maximum de plaisir. Voilà. C'est un peu bizarre quand tu dis ça. Ouais, je trouve aussi. Je vais tenir au maximum et te donner un maximum de plaisir, mon gars. J'avoue que là, c'est borderline OnlyFans, là, attention. OnlyMJ, attention. Eh bien, écoutez, messieurs, merci d'avoir Merci à vous. co-animé cette émission de ce soir du 3 juillet 2026. Gus, bonne soirée. Merci à Bonne toi. soirée. Wazitoum, merci. Passez tous une très bonne soirée et on se retrouve tout de suite avec Beria et le cercle dont vous êtes le héros. Bye bye. Au revoir tout le monde.